Bonjour, merci à tous et toutes et tous d'être là. Et bon, je remercie d'abord, n'est-ce pas, le théâtre de l'Échangeur de nous accueillir régulièrement. Voilà, voilà. Écoutez, je sais pas, en général, je fais un petit laïus pour présenter les communaux, pour raconter un peu ce qu'on tente, ce qui s'y expérimente. Pas juste deux mots par rapport à ça. Donc les communaux. Là, c'est un des moments des communaux. On vit aussi de partager des recherches, à travers des travaux de recherche sérieux, n'est-ce pas? Et de les mettre, voilà, en discussion avec des gens qui nous accompagnent depuis un certain temps. Bon. Mais au lieu de faire de faire une sorte d'introduction, je me suis dit, bon, je sais pas, vous aussi peut-être, je ne sais rien, mais moi j'étais passablement bousculé par cette sorte de résurgence anachronique de la psychopathie de l'État avec un Poutine qui décide que voilà quoi, il faut intervenir en Ukraine, etc., etc. Enfin, c'est un peu, ça m'a un peu secoué et je me suis dit, bon, voilà quoi, des sortes de grosses molarités comme ça, tout d'un coup, on voit la figure de l'État, on voit sa morbidité et ce qu'on fait à côté, ça peut paraître quand même un peu insignifiant. Donc j'étais toute la journée en train de me dire, bon, c'est un peu insignifiant ce qu'on fait. Et puis, c'est vraiment sympa comme manière de présenter. Mais justement, je me suis dit au bout des méditations un peu... C'est lentille. Attends, je finis. Au bout de ma méditation un peu esselée de la journée, je me suis dit, non, c'est justement pas si insignifiant. Il faut être vraiment tenace dans ce qu'on fait. Et là, j'en profite pour dire quelques mots. Je commence par la fin du livre de Geneviève. À la fin, il y a une sorte de... Oh, j'exagère peut-être, mais un peu une mini-oda au tricot, quoi, au tissage. Et bon, là, on est face à une sorte de paradoxe, c'est qu'un côté, il y a des missiles, non, des chenilles, des blindés, et de l'autre côté, il y a le tissage, le tricot, il y a la puissance et la ténacité de manière d'animer nos rapports à nos milieux de vie, à des milieux de vie, voilà. Et ces bouquins-là, c'est pour ça qu'il m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu. Il nous parle vraiment de ce qu'on tente, il nous parle de ce qu'on tente avec les communaux, quoi. C'est-à-dire de dessiner des paysages qui soient consistants, dans lesquels on cultive des interdépendances. Il y a une phrase très belle qui est reprise, je ne sais pas si c'est Françoise Lebonne, une phrase, il n'y a pas de... non. C'est Mariamis. C'est Mariamis. Ah, Mariamis, oui, donc voilà. Parce que, bon. Mais redis la phrase, les participants. Oui, donc il n'y a pas de... zut, je l'avais noté. Donc ça nous importe particulièrement. Hein. Il n'y a pas de communs sans communauté. Bon, voilà, ça c'est un peu ce que nous tentons avec un peu d'insistance avec les communaux, c'est comment on fait émerger des formes de communauté qui ne sont pas déjà fondées, qui sont en train de se faire toujours, qui supposent une attention aux expériences qui s'accordent, qui font exister des rapports à nouveau, des rapports d'animation de nos milieux de vie, de nos manières de coexister. Quoi. Bon, voilà. Bon, ça, pour moi, c'est extrêmement important. Donc, bon, dans ces livres-là, il y a une enquête, il y a un travail d'enquête considérable, quoi, sur ce qu'on peut appeler les alternatives. Enfin bon, le cœur du livre, c'est l'action de subsistance, que tu appelles à un moment donné les entre-subsistances. Pour parler de ça, il y a aussi une généalogie importante qui est faite. C'est comment on a détruit, comment le capitalisme a détruit les pouvoirs d'animation de femmes, des rapports des milieux de vie et d'animation de formes de communauté. Et il y a aussi une lignée qui pourrait être surcodée avec le nom écoféminisme, une lignée aussi de penseuses et de praticiennes et de femmes qui ont lutté pour réactiver, pour faire ressurgir toutes ces manières de faire réexister quelque chose qui instaure et qui a aussi une puissance de destitution, d'une certaine manière. Et peut-être qu'on pourra en reparler à un moment donné, quoi. Et quand je dis puissance de destitution, j'en reviens à mon propos initial par rapport à cette sorte de scène fatale qu'on nous sert depuis ce matin, quoi.
on peut se dire, oui, ce qu'on tisse, c'est un peu insignifiant, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus puissant que de continuer à tisser, quoi, et à continuer à opposer les tricots aux chenilles de blindés, quoi. Bon, voilà. Bon, c'était ma petite intro, excusez-moi, mais j'étais un peu secoué. Voilà, bon. Jade, peut-être que tu voulais soulever une question particulière? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais peut-être que le mieux, ce serait qu'on propose à... L'idée, c'est qu'on va poser quelques questions, enfin, pour expliquer à toutes les personnes qui sont là, ce qu'on vous propose, c'est qu'on ait une discussion tous les trois avec Geneviève pendant un petit moment pour qu'elle puisse bien présenter le propos de son livre et puis plus généralement, voilà, c'est son travail autour de ces questions de subsistance, quand même, moi qui me semble vraiment hyper important à travailler, y compris par rapport au contexte français, et ça peut-être pendant à peu près 1 heure pour vous donner un repère, et puis ensuite qu'on ouvre vraiment la discussion avec vous, parce que c'est l'idée de la communauté, c'est quand même que la parole puisse circuler le plus possible. Et non, moi j'ai rien à dire là en particulier maintenant, sauf peut-être de suggérer à Geneviève, si elle veut bien, qu'on reparte de cette phrase pas de commun sans communauté. Déjà, il faudrait un peu expliquer, parce que peut-être que tout le monde ici n'a pas lu ton livre. Qui a prononcé cette phrase? Qui est Mariamis? Pourquoi son travail est important pour toi? Et puis, qu'est-ce que toi, pourquoi est-ce que cette phrase t'a tenu à cœur, et qu'est-ce qu'elle peut déployer comme puissance sensible et politique? Pas de commun sans communauté. Peut-être d'abord Mariamis, et puis qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette histoire de communauté? Alors, Mariamis, M-I-E-S, que j'ai longtemps prononcé Mies, mais qui se prononce Miss en allemand, et dont le livre, un des livres majeurs, va être traduit à la rentrée prochaine, Une perspective de subsistance, qu'elle a écrit avec Veronica Benold-Thompson, qui est aussi... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors je me rapproche. Donc c'est une sociologue allemande qui va être une des premières, en fait, la première en fait sociologue allemande à travailler sur les femmes indiennes contemporaines, et donc qui va se former au féminisme en fait en Inde. Elle est issue d'une famille de 9 enfants, et elle est d'une famille d'agriculteurs. Mais je ne développe pas plus parce que je fais sa biographie à la fin de l'ouvrage. Mais pour tout ça, pour vous dire qu'en fait, que quand Mariamis, qui est donc une féministe allemande, qui sera plus âgée que les féministes allemandes pendant les années 70, parce qu'elle aura une quarantaine d'années, 50aine d'années, je crois, au moment du grand mouvement de libération des femmes. Mais, et surtout, elle a une expérience d'emblée mondialisée et très reliée en fait au Sud global. Et donc, quand elle dit « il n'y a pas de commun sans communauté », c'est un texte qui est traduit en français en 2020 et que vous trouverez en ligne. Elle repart de son expérience de fille d'agriculteur dans un village de Rhénanie, où elle a grandi avec ses 9 frères et sœurs et ses parents donc agriculteurs, où elle a travaillé donc à la ferme. Et donc elle a une ascension scolaire assez fulgurante. Et ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle nous oblige en fait à faire un pas de côté en ne séparant pas du tout la question spatiale des gens qui habitent cet espace, et du coup de la création de communaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de communaux si on ne parle pas des personnes qui entretiennent les espaces et les terres communales. Comme elle a assisté en fait en tant qu'enfant et puis ensuite jeune fille, et puis elle est restée elle habite aujourd'hui à nouveau ce village d'enfance. Elle a donc assisté au désastre de l'exode rural, à la diminution drastique des agriculteurs, et elle voit bien donc elle se rend bien compte que tant qu'il y a suffisamment de gens au village qui se préoccupent des communaux, et bien les communaux persistent. Et elle insiste bien, des gens qui ne sont pas simplement des adultes, mais aussi des enfants qui se préoccupent des communaux. C'est-à-dire qu'elle peut donc observer le passage d'un moment où tout le monde, quel que soit l'âge, le genre, le statut se sentait responsable de l'entretien collectif des terres, et il y avait toute une organisation. Elle parle d'un conseil de village
à la fois formelle et informelle, avec beaucoup de règles non écrites, qui impliquent donc aussi que si ces règles non écrites sont appliquées, parce que tout le monde déambule autour et traverse ces terres communales, et donc est capable aussi de rectifier ces fameuses coutumes en direct, en fait, puisqu'ils sont dans une cohabitation, en fait, d'un même territoire. Et donc, cette organisation-là fait que ces règles donc, sont relativement respectées. Elle donne l'exemple de plantations d'arbres qui vont être faites par les villageois et que ça paraît évident à l'ensemble des foyers et des maisonnées du village qu'il y a un membre valide de la maisonnée, que ce soit un enfant, un homme, une femme, qui sera envoyé pour s'occuper de la replantation de la forêt ou de l'entretien de la route. Et elle observe le délitement de cette évidence et ce qu'elle appelle une économie morale, en fait. C'était évident qu'il y avait cette participation collective. Et donc, elle en conclut, il n'y a pas de communaux sans communauté. Ce qui fait qu'elle déplace la question de l'accès foncier à des communaux sur des points très importants. Il faut donc qu'il y ait un groupe de personnes volontaires pour s'occuper des terres et des biens communalisés. Mais ce n'est pas suffisant. On pourrait dire qu'il suffit juste qu'il y ait du monde. Non, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui se sentent responsables, en charge mais pas simplement en charge de quelque chose qui est encore plus important, c'est-à-dire des capacités d'autorégénération des biens communalisés. Et donc, c'est un certain savoir-faire quand même aussi. Et donc, pour que ça puisse durer. Et elle va encore un cran plus loin, c'est-à-dire qu'elle dit il n'existe pas de communauté sans prise en charge des biens communs, mais elle dit non, elle inverse la chose aussi, il n'existe pas de communauté sans prise en charge des biens communs, les biens communs ne peuvent exister sans une communauté qui en prend soin, et réciproquement, aucune communauté réelle ne peut exister si elle ne se sent pas responsable de l'entretien et de l'usage des biens communs. Donc en fait, ça advient ensemble. Et encore une fois, elle inclut les enfants dans cette communauté. Ils ne sont pas dégagés de cette responsabilité. Et elle ajoute encore dans cet article un point très important, c'est que aussi bien cette responsabilité que les biens communs ne sont pas dématérialisables. C'est-à-dire, elle est vraiment du coup orientée vers une perspective de subsistance commune, et donc sur le fait que le travail de subsistance n'est pas compressible. Moi, je veux bien je ne crois pas qu'on ait envie de se nourrir de pilules et d'un timbre-poste. C'est-à-dire qu'on est obligé quand même de faire advenir de la matière pour se nourrir, se loger. C'est-à-dire qu'on ne se nourrit pas de lumière bleue d'écran, en tout cas pas moi. On ne déambule pas du tout nu dans la ville, et il faut bien dormir sous des abris qui nous protègent un minimum des intempéries. Et il y a assurément des êtres vulnérables, humains, non humains, plus qu'humains, dont le soin ne peut pas se résoudre en prescription de pilules et plats à préparer. Il y a vraiment donc du travail de subsistance et d'entre-subsistance absolument incompressible, qu'il faudra bien que quelqu'un ou quelqu'une fasse à un moment donné en bout de chaîne. Parce qu'on en est là aujourd'hui, c'est en bout de chaîne que ça se passe. Et donc, sa réflexion, c'est donc pas de commun sans communauté, pas de communauté sans bien commun, et sans bien commun qui ne sont pas de n'importe quelle nature. C'est-à-dire, c'est des biens communs, des communaux, donc, qui sont en lien avec des opérations vitales, en fait, pour que les sociétés humaines, pour que l'ensemble du monde puisse continuer à vivre et cohabiter. Donc elle explique du coup que, pour retravailler cette question, c'est que la communauté, donc puisqu'il s'agit maintenant de définir ce qu'elle entend par communauté, elle utilise là vraiment une formule. Elle repense toujours à son histoire, qui est quand même extrêmement importante, sans compter qu'elle l'a aussi étudiée du côté indien. C'est qu'elle part effectivement de ce qu'on pourrait appeler des groupes domestiques élargis, et donc à partir des maisonnées, qui peuvent être apparentés, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, parce que là, c'est aussi un prisme complètement naturalisant et exotisant que d'imaginer que dans les campagnes, il n'y a que des gens qui seraient en situation de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de parenté
tels, pas du tout. C'est principalement des liens d'interconnaissance forts qui vont donc lier des maisonnées entre elles et permettre de faire village. Alors maintenant, on se trouve, nous, 70 ans après, elle écrit ce texte en 2014, mais elle se réfère à une période ancienne pour rappeler ce que c'était que des communs avec communauté. Nous, on est 70 ans après la déferlante de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a des chars qui sont effectivement arrivés aujourd'hui dans les greniers à blé de l'Europe. Mais il y a aussi des toupies à béton qui vont se succéder à ces chars, forcément, puisque c'est toujours dans cet ordre-là que ça se passe, des chars, et puis ensuite d'autres chenilles arrivent, c'est des bulldozers, on va excaver des terres, les rebétonner, c'est la suite logique, en fait, de la guerre menée contre les sociétés de subsistance, en fait. Et donc les maisonnées ont été dépeuplées, des animaux domestiques, on n'a plus de vaches domestiques, très peu de gens peuvent se prévaloir d'avoir une vache domestique, des chèvres domestiques, des poules, etc. Les maisonniers, l'exode rural et la métropolisation a démembré complètement l'organisation très singulière de maisonnées qui faisaient déjà communauté en associant différents âges, différents sexes, différents genres, différents statuts matrimoniaux. Là aussi, on n'est pas du tout dans le modèle de la famille nucléaire, qui est une réduction drastique de ce que pouvait être un fonctionnement en maisonnée. Tu parles à un moment donné des communautés ramifiées. Voilà, ouais. Voilà. Et donc là, ce que je veux dire, c'est que ce modèle de la maisonnée, ça nous permet de penser des communautés déjà ramifiées, en fait, parce on ne faisait pas communauté avec un époux et un enfant, quoi. C'était beaucoup sans compter un biotope, mais aussi beaucoup de gens qui passent par ailleurs. Et donc la métropolisation a achevé, en fait, cette organisation-là. Et on a mis un terme aussi à l'alliance entre les maisonnées urbaines et les maisonnées rurales, qui étaient pourtant constitutives même de l'urbanisation auparavant. C'est-à-dire que c'était absolument évident qu'on allait et venait de la ville à la campagne avec les valises pleines de jambon sec et de kilos de pommes, par exemple. Mais pour les uns et pour les autres, on venait avec du tissu. Enfin voilà, donc il y avait des échanges constants, en fait, organisés à partir de ces lieux en maisonnée. Et je pense qu'aujourd'hui, il paraît à peu de gens normal de se dire, c'est l'été, je vais donner un coup de main pour les foins. Il ne me semble pas que ce soit... C'est l'exemple qu'a donné très parlant Aurélien Balland la fois dernière. Et pourtant, c'était une organisation qui n'avait pas besoin d'être marquée noir sur blanc dans des textes, qui unissait profondément ces migrants de l'intérieur qui passaient de la campagne à la ville, de la ville à la campagne, et ne cessaient d'avoir cette circulation-là. Et c'est cette circulation-là qui me semble qu'il faut absolument reprendre, en fait. Et du coup, comme nos maisonnées et nos campagnes se sont dépeuplées pour faire le travail de subsistance, on a laissé des agriculteurs et des agricultrices avec force machine sur les bras pour accomplir ce que la multitude de mains n'arrivait plus à faire, et surtout avec des ouvriers détachés venus du sud global, d'Afrique, du Maghreb, pour faire ce travail d'ouvriers agricoles, avec cette condition très singulière, c'est que ce sont des ouvriers agricoles qui, en plus, n'ont pas le droit de muer leur travail en attachement à cette terre et en possibilité d'y avoir accès. Donc là, on a vraiment quelque chose d'assez prodigieux, qui est qu'en plus, c'est un travail de la terre indispensable. On parachute donc des êtres, des machines, on les mute à marche forcée. Du coup, on s'est mis en place une déterritorialisation généralisée qui fait qu'il y a toujours des groupes de travail, il y a toujours des formes de coopération qui se mettent en place, et c'est pas de ça dont il est question, mais il s'est opéré dans ce mouvement-là une distance, une abstraction extrême entre le travail et le milieu de vie nécessaire à l'accomplissement de son travail. Et je dis milieu de vie nécessaire, ça veut dire que ce n'est pas forcément des ressources, c'est tout un milieu de vie qui n'est pas simplement à penser de façon instrumentale, mais c'est un milieu de vie qui nous porte, qui est peuplé de personnes qui ne sont pas nécessairement à utiliser, en fait, mais qui sont inspirantes, et sans parler des esprits de la Terre, et je pense là au livre de Barbara, Réveiller les esprits de la Terre. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose, et du livre aussi qu'on a fait avec... notre groupe d'enquête sur soigner avec les esprits.
Voilà, ce livre-là. Et donc, cette coupure qu'on pourrait qualifier, enfin ombilicale en fait, hein, est constitutive de la modernité au travail. Il faut être oublieux de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, du sol qu'on foule, etc. Parce que des spécialistes s'occupent de tout. Et c'est donc là que j'en viens aussi à un élément important aussi du paysage que j'essaie de décrire, qui est la création dans l'instauration, dans la recréation capitaliste du monde, on va dire. Il y a un rouage extrêmement important, c'est le rouage professionnel. En fait, je suis sociologue du travail, c'est quelque chose qui donc m'a d'autant plus intéressée que justement la modernisation s'accompagne d'un mouvement de spécialisation, ce qu'on va appeler le professionnalisme, et c'est des professionnels de la tuyauterie en quelque sorte, c'est-à-dire tout doit fonctionner. Et donc les tuyaux sont là, ils vont être encastrés, mis sous terre, des oléoducs, ça va très très loin. Puis maintenant, ils sont dans les ondes de notre ordinateur. Et donc ça nous permet de courir avec insouciance d'un rendez-vous à l'autre pour arriver jusqu'au théâtre de l'échangeur. Je ne me suis pas préoccupée de s'il allait pleuvoir, si j'allais m'embourber, si le vent allait me couvrir de poussière. Je vais rapidement d'un point à l'autre. Je sais que des pros sont venus lisser le monde et que du coup je peux traverser un monde de coexistence très contrôlé avec des matières préfabriquées par les mains humaines et des machines et donc une pluralité de formes de vie. Je n'ai aucun souci, elles sont très réduites. L'hétérogénéité est complètement arasée, donc terrassée. Donc, je vous décris de façon à gros traits quelque chose que je détaille avec beaucoup de minutie. de minutie, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu ennuyeux de refaire tout le trajet, et puis peut-être, mais je vous donne du coup des mots-clés, parce que cette histoire de déterritorialisation, ça passe par la colonisation, donc par l'exode rural, l'asservissement des femmes au travail de subsistance sans l'aide des hommes qui, eux, sont partis à l'usine, sans l'aide des enfants qui vont être mis à l'école. Ça passe aussi par l'enrôlement des femmes du côté du travail de consommation et l'abandon progressif du travail de subsistance qui impliquait du coup pour elles une certaine maîtrise du travail de régénération de la matière, ce à quoi elles n'ont plus accès quand elles sont dans le travail de consommation, puisque ce qui est acheté est consommé et l'argent ne se reproduit pas, sauf pour quelques capitalistes. Elles sont prises aussi dans le miracle technologie, elles et ils, de cuisine équipée. Et donc là aussi, il y a une perte totale de maîtrise des outils, ce qui est pas rien, et de la création d'outils. Et ça passe évidemment par aussi la création pour remplacer cette polyactivité, cette pluriactivité paysanne, cette sorte de débrouillardise paysanne de base qui faisait que les paysans étaient des artisans, les artisans des paysans, et qu'il y avait cette sorte de non-spécialisation, en tout cas... C'est ce qui caractérise vraiment profondément les sociétés paysannes. Donc on les remplace, on les ringardise, on les exotise, on les discrédite au nom de professions spécialisées, au savoir académique adoubé en fait. Et ces professions vont avoir une double fonction, c'est-à-dire qu'elles vont capter le savoir vernaculaire de base, parce que sans le savoir vernaculaire de base, on ne peut pas... C'est l'histoire de la sage-famerie le raconte, par exemple, les médecins obstétriciens vont d'abord voir les sages-femmes, les accoucheuses, voir ce qu'elles font avec les plantes, puis peu à peu vont s'en émanciper. Donc, captation du savoir vernaculaire, détournement, on va le détacher de son bassin, de son milieu de vie, de son lieu communautaire. Donc on détache le savoir vernaculaire de la communauté. C'est ce qui fait qu'on peut utiliser les plantes comme ci, comme ça. Mais on achète des tisanes de millepertuis partout, sans savoir s'il y a du millepertuis qui pousse. Sans savoir ce que c'est. Même. Ça va savoir ce que c'est. Donc donc on détache, on crée un savoir segmenté vernaculaire. Donc on oublie qu'il est vernaculaire. On le remplace par des savoirs dits universels, puis on le criminalise. Enfin, je veux dire, ça c'est l'autre, c'est le dernier point. Et alors, ce travail de captation, ça va conduire évidemment aussi à des destructions. C'est-à-dire que ce travail-là de captation ne se fait pas par le seul miracle de l'attraction
d'un autre modèle ou d'un autre régime relationnel. C'est pas juste la famille nucléaire qui serait plus magnifique ou le travail domestique de consommation qui serait moins pénible. C'est-à-dire que ça passe vraiment par des destructions militaires. Et donc il y a une véritable guerre qui est menée contre les sociétés de subsistance. Et c'est une guerre de longue durée. Et d'ailleurs, chaque guerre est l'occasion de détruire plus encore tous les restes et les résidus de subsistance. Donc ça, c'est un processus assez tragique et qui conduit du coup à rendre évident la mécanisation, des formes de marchandisation aussi, puisque ces fameux professionnels vont vendre des services. Donc à partir de ce paysage un peu dystopique, mais c'est quand même celui dans lequel on vit tous les jours, il y a aussi la création à partir de ce fameux terrassement, c'est qu'on va arriver au point de l'amnésie, ce qu'on appelle l'amnésie environnementale, jusqu'à la solastalgie, pour reprendre aussi ce terme, c'est-à-dire qu'on va être totalement désorienté, on va pas, sans même pas se rendre compte, c'est parce qu'on a tout simplement perdu le lien direct avec un milieu de vie qui nous soutient, voilà, et dont on dépend et qui nous soutient et que l'on doit soutenir. Enfin voilà, ça marche dans tous les sens. Et donc cette désorientation fait que du coup on se retrouve bien incompétent, bien démuni pour faire face au terrassement de ce qu'on pourrait appeler la communauté biotique. Moi, c'est un terme que j'aime beaucoup, c'est un terme de Aldo Léopold, qui est garde forestier et philosophe, et qui, avant que le terme d'écosystème s'impose, lui, il avait trouvé le terme de communauté biotique. Et je trouve que c'est un très beau terme, parce qu'un écosystème, c'est justement pas un système, c'est une communauté. Et une communauté biotique, ça implique des interdépendances, et puis surtout un puissant co-façonnage qui va excéder tout modèle mathématique, toute mise en système, puisque le milieu nous façonne, et tous les êtres qui le composent vont le façonner en retour, avec des agencements extrêmement complexes, et qui ne sont ni la compétition pour la vie uniquement, ni une très heureuse harmonie. Il y a des monstres, des rencontres non effrayantes, voilà, il y a des juxtapositions. Des rencontres qu'il faut éviter. Qu'il faut éviter, je sais que c'est quelque chose dont tu parles vraiment, vraiment bien et qu'il faut absolument rappeler pour éviter d'enchanter toute relation naturelle, dans cette fameuse nature écosystémique. Et donc il y a vraiment, dans l'idée de communauté biotique, c'est donc une communauté qui a donc ses conflits, ses nœuds, une grande variété de relations, et puis des saisons, des cycles d'usage. Et donc ça explique pourquoi tous ces grands marchands de développement vont la première chose à ruiner et donc à tuer, et pour ça l'armée c'est formidable, c'est une immense machine à tuer des communautés biotiques. Et du coup, l'intérêt aussi de penser en termes de communauté biotique, c'est que ça permet de pas du tout fantasmer une nature vierge. Parce qu'en fait, on est déjà dans une communauté pleine d'artefacts, avec des êtres humains qui ont de toute manière, depuis toujours, refaçonné le paysage, sans compter les troupeaux de grands mammifères qui ont aussi fait des grands chemins, des grandes trouées dans cette fameuse nature, qui n'est donc en rien immaculée. Donc pour moi, mon problème, c'est pas l'artificialisation en tant que telle, parce que ça voudrait renvoyer à quelque chose d'authentique. Non, mon problème, c'est le caractère hégémonique d'un certain type d'artificialisation et une artificialisation sans communauté ni discernement. Et donc, une artificialisation qui conduit donc aussi à une parcellisation. Et ça aussi, c'est un élément extrêmement important, parce qu'en fait, la capacité de la propriété privée, mais aussi de la fin des communautés, qu'elles soient villageoises ou des communautés de quartier, où il y a des formes de circulation, c'est qu'on va parcelliser le travail, les temps de travail déjà, et parcelliser les terres, au point qu'aujourd'hui, si on doit recenser en France des territoires relativement cohérents, où il n'y aurait pas un fractionnement travail,
vie communautaire et vie politique, et qu'on puisse y passer allègrement sans avoir une zone de supermarché à traverser ou une bétonisation. En fait, moi j'ai repéré 2 lieux seulement. Le plateau du Larzac, en fait. Donc c'est 6378 hectares seulement, répartis sur 12 communes. Et ça correspond à 56 baux ruraux, 20 fermes, 11 baux de chasse seulement. Donc c'est un tout petit lieu. Puis il y a la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, qui a l'air vraiment un confetti minuscule, qui est encore beaucoup plus petite. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait le recensement de ces fameuses terres, ou tout simplement, qui sont autogérées, vous allez peut-être me dire, non, il y a plein d'autres lieux, et vraiment, j'ai hâte d'entendre un recensement de tous ces lieux où on est sûr que de façon pédestre, on va pouvoir être dans une forme de régime d'interconnaissance où le travail de la subsistance est absolument visible et partagé. Voilà, c'est juste ça, moi, la condition que je pose. Et du coup, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais c'est juste que là, c'est continu. Et moi, c'est la première chose qui m'a marquée quand je suis allée à Notre-Dame-des-Landes. C'est la première fois que je traversais à pied un lieu où j'étais pas fragmentée, parcellisée, obligée où tous les gens que je rencontrais, donc pour dire, le maillage était totalement relié. C'était pas, ça pouvait être long à pied. Et donc cette segmentation-là, pour vous dire les choses autrement, la création d'une sphère domestique distincte d'un lieu de travail, éloignée des lieux de prise de décision politique sur les affaires communes, c'est quelque chose d'invivable. Moi, quand on me dit les gens font pas de politique, mais je comprends parfaitement. Je veux dire, comment on peut... faire de la politique en s'occupant de ses vaches avec un gamin dans les jambes qui n'est pas forcément le sien, sachant que son métier, c'est pas d'être vacher éleveur, mais boulanger et chanteur, ça existe. C'est possible, mais c'est juste pas fréquent. Et ça paraît soit d'un autre âge, soit complètement à côté de la plaque. C'est pourtant un vrai projet urbain, post-urbain, et il me semble que c'est vraiment ce qui permet de renouer avec l'acte de vivre, qui n'est pas... Si on sépare la vie de l'organisation politique et de la subsistance, ça c'est sûr qu'aujourd'hui on parle des personnes qui sont comme des Shiba à 1000 mains, qui se démultiplient, qui ont 50 agendas, qui ne savent plus où courir d'un lieu à l'autre, parce que tout simplement les lieux sont tellement segmentés, parcellisés, que pour les rejoindre on passe un temps fou, et c'est pas vivable. Donc les gens c'est inhumain de leur... Et ce que dit Maria Mies, c'est que la politique... Et la vie politique, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Il n'y a pas de lieu politique, en fait. Il ne faut même pas prévoir et imaginer un lieu qui serait dédié. Parce que de toute manière, ça exclut 99% des gens qui ont tellement de tâches à faire. Et du coup, moi, il y a une formule que j'aime énormément, et qui est une des questions, je pense, que je préfère, parce qu'en plus, elle peut être prise dans un double sens. Soit c'est une question candide, c'est une question complètement ouverte qui est « qu'est-ce que tu fabriques ?» Qu'est-ce que tu fabriques là ? Mais souvent, c'est dit dans un tout autre sens, avec une proposition, une conjonction qui marque une opposition qui dit « mais qu'est-ce que tu fabriques ?» C'est-à-dire, genre, mais qu'est-ce que tu fous, quoi ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Et ça en dit long sur la disqualification du travail manuel, en fait. Ça en dit extrêmement long, c'est que la fabrique... C'est vraiment un truc où on se demande, mais qui sont les gens qui s'amusent ça soulève la suspicion, en fait. Et donc, je pense que la question « qu'est-ce que tu fabriques ?» ça répond quand même à une curiosité fondamentale et à l'idée que la liberté, donc de fabriquer, elle est liée à la nécessité et qu'il n'y a pas de transcendance ni de machine miracle, ni de régime politique économique qui vont nous permettre d'échapper à la nécessité de la fabrique, et de la fabrique collective, et donc de la subsistance commune. Et Maria Mies a une belle formule, avec Veronica Manol-Townsend, elle dit, en fait, elle s'étonne encore que les gens pensent que le capitalisme n'est pas fatigant, que tout d'un coup on aurait été libéré des contraintes de la fabrique. Elle dit, nous devons travailler si nous voulons vivre, et ce travail est plutôt dur et épuisant. Oui, fabriquer sa subsistance en se passant d'un certain nombre d'outils et de machines, c'est sûr que c'est fatigant. Mais je ne crois pas que nos vies soient moins fatigantes. Après, je pense que là, je ne veux pas faire
choses sur les pathologies physiques qui sont liées au travail des champs, mais il y a quand même quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier. Moins on est, plus c'est fatigant. Ça, c'est sûr. Le travail manuel à peu de gens, c'est même un esclavage, en fait. Donc l'idée retenue, qui me semble fondamentale, c'est que, puisqu'il faut bien fabriquer des choses, qu'on ne peut pas déléguer en permanence ce travail de fabrique, donc le principe de base, c'est la sweat equity, c'est-à-dire sweat, la sueur, equity. Donc, c'est-à-dire que donc c'est pas négociable. Ça non plus, c'est pas donc c'est une communauté. Elle se dit pas, tiens, il y a que certains membres de la communauté qui tout le temps vont se faire les travaux d'entretien des routes et des forêts. C'est tout le monde. Il prend la personne valide et disponible pour la déléguer à ce travail collectif. Et donc, c'est la sweat equity, l'équité dans la sueur, entre peuples, classe sociale, entre hommes et femmes. Et ça, c'est à partir de donc là que la communauté peut commencer en tout cas, à s'esquisser. C'est pas... Elle peut... Alors, après, je peux continuer, mais j'ai peut-être Est-ce que je pourrais voilà. rebondir à cet endroit-là, si tu veux bien? Parce que moi, un peu pour ma gouverne, pour ma gouverne, j'aimerais ajouter, pas des communautés, pas des communs sans communauté, pas des communautés sans communisation. C'est ce que tu viens de dire. Et si je dis ça, c'est pas par une sorte de tendance au slogan que j'aurais, mais parce que dans ce que tu as dessiné, il y a 10 000 questions qui sont posées et que tu as approfondies d'ailleurs dans les livres. Elles ne sont pas que juste amorcées, elles sont vraiment déroulées, quoi. C'est la question infrastructurelle, la question de la délégation, ce que tu appelles les tiers anonymes, donc ce que tu décrivais, quoi. Quand on vient de chez moi, pareil, de chez moi jusqu'ici, avec ma moto, feu rouge, machin, truc, enfin, cette sorte de tiers anonymes, non, qui font que les flux de la métropole, ils sont praticables, quoi. Ils sont praticables, je ne sais même pas qui s'en occupe, etc., etc. Bon. Donc, il y a cette logique à la limite, qui fait coïncider ce qu'on pourrait appeler la métropole, ce qu'on pourrait appeler le corps social, et ce qu'on pourrait appeler les infrastructures. Donc, la question technique, la question sociale et la question du rapport à des milieux, quoi. Et la question aussi des écosophies. Ce que tu appelles aussi des contrastes à faire entre des savoirs qui sont des savoirs en train de se faire dans un rapport immédiat de partage et des savoirs qui sont toujours un peu délocalisés, qui peuvent avoir une sorte d'ubiquité, non? Enfin, c'est un peu la caricature de l'ingénieur, quoi, d'une certaine manière. Bon, donc il y a plein de trucs là, mais moi ce que je me dis, c'est que finalement, moi j'ai trouvé que ces livres-là, c'est pour ça qu'il pour moi, il était extrêmement important, c'est vraiment un programme communiste. C'est le nouveau manifeste communiste, quoi. Non mais sans blague. C'est rouge, hein. Il est rouge d'ailleurs. Vous voyez, hein, c'est le livre rouge des Geneviève. Non mais il y a quelque chose qui fait une hypothèse d'un nouveau communisme, qui est un communisme. Je peux me permettre le mot fragmentaire, quoi, qui n'est pas un communisme de la totalisation, qui détotalise la société, en tant que la société, elle est faite des médiations invisibles, des délégations, des formes de représentation. Là, en plus, tu introduis à la fin la question du politique, quoi. C'est quand tu dis la politique, c'est pas un métier, quoi. La politique, c'est tous les jours, à tous les instants. Bon, à la limite, on pourrait se dire que la scène de la politique, et peut-être tant mieux, elle disparaît, quoi, en tant que scène de la représentation, dans laquelle il y a des gens qui prétendent représenter d'autres gens ou des êtres. Là, c'est la mode du Parlement des choses, je ne sais pas quoi. On n'en avait pas assez avec les parlements français, là, il nous faudra en plus un Parlement des choses, quoi. On ajoutait toujours du parlementarisme. Enfin, c'est un peu dingo, tout ça. Donc, voilà, là, il y a une proposition vraiment radicalement antiparlementaire, je trouve, quoi. Donc, mais qui n'a du sens, elle n'a du sens qu'à travers un travail rigoureux et attentif d'enquête. Tout ça, il faut trouver la manière de les faire exister, de pouvoir le raconter. Et je trouve que ces bouquins-là, c'est en plus, enfin bref, ça c'est dur de le dire comme ça, mais c'est une très belle langue pour moi. Moi, je suis pas français, donc je sais pas si c'est mon franco-spingouin là, je sais pas quoi. Mais enfin, c'est vraiment, il y a un travail narratif, quoi. Il y a un travail narratif dans lequel, à la limite, cette logique de la représentation, elle s'est dissoute dans quelque chose qui est bien plus puissamment politique, qui est, on fait exister quelque chose qu'on peut rendre présent ici et en regardant ailleurs, quoi. Et c'est ce tissage-là qui est formidable. Je pense
que là, on a un peu, à mon sens, on a un peu un cas de ce que nous tentons avec les communaux, avec, de façon... Mais est-ce que tu pourrais rebondir juste sur cette question-là? Est-ce que tu trouves qu'il est judicieux de se dire, bon, la logique des pas de communs sans communauté, et j'ajoute, je ne peux même pas mettre pas de communauté sans communisation, est-ce que tu accepterais qu'elle a quelque chose de destituant par rapport à l'idée du social, en tant qu'il n'y a pas d'autre horizon que le social, la société, avec ses sujets sociaux, etc. Est-ce que tu voudrais encore dire? Bah oui, complètement, parce que c'est pour ça que je l'ai appelé quotidien politique, et que enfin, c'est vrai que j'aurais pu commencer par là, mais c'était pas c'est que la quotidienneté, justement, c'est pas du tout une sphère, comme on pourrait imaginer, une sorte de sphère qu'on pourrait associer à une sorte de domestique. C'est un niveau d'attention au monde qui permet de lever, de ne pas se préoccuper en permanence justement de la fabrication du monde, parce qu'on est relativement dans une forme de tranquillité ou de connaissance de comment il se fabrique. Et donc cette quotidienneté-là, elle est incorporée, et c'est donc à la fois un niveau d'attention, mais c'est aussi du coup un lieu d'incorporation, de sédimentation, parce que ça permet aussi d'absorber de nouvelles manières de faire. Donc c'est pas du tout un lieu où juste je me débranche et je suis dans la quotidienneté, c'est pas de la routine uniquement, c'est à la fois un lieu qui est doublement germinatif, et inventif. Donc à la fois on peut s'y reposer, et c'est justement parce qu'on peut s'y reposer qu'on peut inventer des choses. Et donc ça, la quotidienneté, c'est vraiment la base de notre existence. Il y a une quotidienneté au travail, une quotidienneté partout en fait. Et c'est cette forme de régularité-là, mais qui n'est pas du tout justement infrastructure. Enfin, alors ce qu'il faut dénoncer, c'est le problème, c'est que la quotidienneté est appareillée, elle est infrastructurée, elle est colonisée, va dire Lefebvre, mais elles vont employer les mêmes termes, les écoféministes allemands, la colonisation des territoires des femmes, c'est-à-dire vraiment on va vouloir enrégimenter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste effectivement un parlement avec des lois, c'est que ça va aller jusqu'à dicter la manière de manger, les objets qui nous entourent, et du coup à partir du moment où on se dit que cette quotidienneté est un espace de création, de co-création, parce qu'on n'est pas tout seul, il faut bien un groupe qui valide cette quotidienneté-là et qui la perpétue. Et donc, ça déplace complètement la question politique, parce que ça en fait le cœur même du projet, en fait. De quelle quotidienneté quelle est la quotidienneté dont on a besoin et qu'on souhaite pour vivre. Et du coup, ça pose la question de la justice et de la justesse de cette quotidienneté. Et il y a vraiment quelque chose pour moi, très important, c'est est-ce que, là, typiquement, notre quotidienneté, elle a été perturbée par les froids des chars d'assaut. La déferlante militaire. Donc, ce que tu disais, quand tu parlais d'insignifiance, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on pensait ne pas pouvoir être exceptionnel ou être loin ou ne pas devoir arriver fait irruption et nous oblige à recoder complètement notre façon de... On sait que leur quotidienneté va être démolie. Et donc là où c'est destituant, c'est que à partir du moment... je veux faire un lien avec les féministes. C'est que les féministes sont les penseuses de la quotidienneté. Enfin, c'est plus que les penseuses, c'est les artisanes de la quotidienneté. C'est-à-dire que justement, parce que cette quotidienneté, on leur a demandé... elle a été... elles font partie des petites mains, les femmes, qu'on a dévolues au travail d'entretien de ces fameuses infrastructures ou de ces fameuses... ce mode de vie qui nous tranquillise, qui font qu'on se met les pieds sous la table et qu'on ne se pose pas trop la question, qu'on va dans le métro, que c'est à peu près propre parce qu'il y a plein de gens qui sont venus nettoyer, etc. Et qu'on mange un fruit parce qu'il y a plein d'ouvriers
détachés qui sont venus les cueillir pour nous et puis on renvoie chez eux ensuite sous-payés. Donc ça, c'est tout ce monde-là, en fait, en sous-main. C'est un monde qui a été des métiers sous-qualifiés, de soins, en fait, tout simplement, pour que tout ça, ça soit bien huilé, que ça roule, que ce soit aisé, et que ça nous agréable même, confortable, comme on dit. Et donc ça, c'est les féministes, on l'a tout de suite dénoncé. C'est-à-dire qui s'occupe de votre tranquillité, quoi. Et il n'est pas normal, toujours au nom de l'équité dans le labeur, que ces tâches-là ne soient pas partagées et encore plus qu'elles soient considérées comme indignes. Parce que c'est le soin de la vie, c'est justement de faire en sorte que tout le monde y trouve à peu près son compte et que justement on puisse faire des trajets relativement fluides et qu'on puisse rentrer dans des relations. Et ce qu'elles ajoutent encore, et c'est là que pour moi les féministes, la perspective féministe qui m'intéresse, qui est écoféministe et une perspective féministe de subsistance, c'est qu'elles disent, au contraire d'une logique féministe qui pourrait dire non, mais ça c'est du travail ingrat, il faut le réduire, ou alors le partager, mais en le réduisant, en le mécanisant, en le déléguant, en le marchandisant, en lui donnant une plus grande valeur monétaire même. Elle dit non, au contraire, il faut plus que le partager, il faut lui redonner toute sa valeur. C'est peut-être pas ça que tu voulais dire. Si, tout à fait. Ouais. Mais ça m'invite juste peut-être que je t'interromps, mais ça m'invite juste à une autre question parce que tu abordes là. J'avais mis comme exergue de cette présentation de ton intervention une phrase de Françoise de Bonne que j'ai découvert à la lecture de ton livre. Qui dit donc il vaut mieux avoir rendez-vous avec les femmes qu'avec l'apocalypse. Bon, j'avais trouvé ça, c'est très beau, quoi. C'est très beau, mais là je comprends encore mieux. Je comprends encore mieux avec ton propos, quoi. Et du coup, est-ce qu'on pourrait revenir sur cette... est-ce que tu voudrais dire quelques mots sur cette lignée? Parce que ça en fait une. Enfin, en tout cas, ce qu'on dit, un travail généalogique, c'est toujours un peu paranoïaque, on interprète. Bon, là, il y a un fameux manifeste qui vient de sortir, on dit c'est complètement parano, un manifeste conspirationniste, tout ça. Bon, enfin bref. Et puis, est-ce que finalement, après tout, Foucault n'était pas un grand paranoïaque aussi, quoi, hein, à tracer des sortes de lignées dans les généalogies, quoi. Bon, j'en sais rien. Bon, là, c'est pas les sujets, mais la question, c'est dans cette lignée que tu as proposée, que tu as construite quand même, avec des continuités et des bifurcations et des différences et tout ça, il y a parmi ces femmes que je découvre à la lecture de ton livre, tu reviens sur un auteur qui m'est plus familier, c'est Ivan Illich, avec cette notion du genre vernaculaire. Le genre vernaculaire, je voudrais que tu nous en dises quelque chose. Moi, ce que je n'ai vu, parce que j'avais lu ce texte il y a très longtemps, c'est cette question d'une asymétrie radicale, quoi, entre les hommes et les femmes, quoi, donc, qui historiquement a pu se maintenir jusqu'en gros, je ne sais pas, la fin... je ne sais pas, enfin c'est compliqué de définir, il n'y a pas de basculement comme ça, mais tout de même, début de la Renaissance, quoi, non, peut-être, ou je ne sais pas, enfin bref, peu importe. Mais c'est une sorte d'asymétrie radicale dans laquelle il était moins question de hiérarchie que d'asymétrie. Donc, donc, là, tu reviens sur ce qu'on a pu... les historiens, on ne te les cite pas beaucoup là, mais du coup, ça résonne beaucoup avec Thompson, sur l'action des enclosures, tout ça. La destruction des communs, donc les enclosures, coïncident historiquement, ça c'est plutôt Federici qui nous le montre, non, avec la destruction de cette puissance d'animation de femmes. Est-ce que tu voudrais m'en dire un peu plus comment tu t'y es intéressé à cette question-là du genre vernaculaire qui va quand même peut-être un peu en conflit avec un certain autre paysage, un peu en conflit avec un certain autre paysage qui, par certains, est accusé de politique d'identité, y compris dans le monde queer, etc. Ouais. Bon, là, c'est un peu énorme, parce que je te propose comme... Oui, non, en fait, j'ai essayé de trouver... au départ, je ne savais pas qu'ils étaient connectés, tous ces autrices et des auteurs, mais j'ai commencé par lire Illich, pour tout dire. Puis après, Françoise de Bonne, en fait, c'est la première que j'ai découverte, parce qu'elle faisait la passerelle parfaite. Elle était salutaire pour moi pour passer de la violence des femmes à l'écologie, puisque c'est mon sujet précédent de prédilection, c'était l'appropriation du pouvoir de violence par les femmes. Et du coup, Françoise d'Aubonne, comme elle a travaillé sur les Amazones et qu'elle aime beaucoup
cette figure-là, et qu'elle est... Et qu'elle avait préparé des attentats. Voilà, et qu'elle est elle-même elle est dans l'action directe aussi, et la contre-violence. C'était lumineux, quoi. Comme je vais donc... parce qu'il y a vraiment un lien, parce que qui dit il s'agit aussi de défendre cette façon-là de vivre autrement. Et donc, pour revenir sur cette généalogie, comme moi je travaillais sur des alternatives que j'ai appelées comme ça, faute de mieux, mais ça englobe plein de variations, qui vivaient contre l'État, on peut dire, ou en marge, mais aussi en lien avec des institutions, il ne faut pas caricaturer non plus. Il m'est apparu, j'ai voulu chercher des autrices et des auteurs qui travaillent ou qui pensent l'émancipation avec les paysans et les paysannes. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de l'urbanité l'évidence de ce que c'est que d'être, y compris, même si on n'a pas le mot citoyen, mais en prenant ces vieux termes, de l'évidence de l'horizon politique ou d'idéal politique. Et donc à partir de là, effectivement, la question de tous les autrices et les auteurs qui vont, sans magnifier pour autant les paysannes et les paysans, mais les intégrer à leur manière de conceptualiser la politique, mais aussi les questions de genre. Du coup, je vais me retrouver avec plein d'autrices et plein d'auteurs, et après, je vais picorer, et puis à un moment donné, je vais me rendre compte qu'ils se connaissent. Enfin bon, ils sont tous interreliés. Et donc, par exemple, Ivan Illich, il est très proche de Claudia von Berloff, qui est, elle, très proche, qui fait partie de Maria Miss et de Veronica Benton-Thompson. Donc, en fait, Ivan Illich, il dialogue beaucoup aussi avec ces écoféministes-là. Et Silvia Federici, elle est proche de Maria Miss, qui donc est proche, vous voyez, ça fait des tas de chaînages comme ça, qui elle-même est proche de Vandana Shiva. Et donc, ça fait, qui elle-même va être proche, bon, pas forcément de Gandhi, qui lui-même est proche de Thoreau, est issu de Thoreau, qui donc, voilà, je me retrouve comme ça, et puis il y a Dewey qui arrive, donc je me retrouve avec une sorte de tourbillon d'autrices et d'auteurs, et puis Lefebvre va être, Françoise Daubonne va être amoureux, très en lien avec Henri Lefebvre, qui lui-même ne dialogue pas forcément avec Ivan Illich, mais va aussi accompagner la contre-culture. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est une généalogie que j'ai à la fois fabriquée, mais qui a un sens qui a un sens historique aussi, et c'est des auteurs en gros des années 70, quand même principalement 1980, et qui donc assistent à la fin des paysans. Et c'est ça leur lien en fait. C'est-à-dire, et pour eux, c'est pas qui voient arriver les pesticides, etc., etc. Et donc donc cette généalogie féministe, elle est très importante parce que elle va justement relire l'histoire d'une façon totalement différente. Et elle va être très ambitieuse. Et ambitieuse au sens où elle veut vraiment réfléchir à nouveau frais et de façon avec peu de moyens, c'est-à-dire elles n'ont pas une armada d'étudiantes, 50 labos de recherche, 25 000 préhistoriens, 30 gens qui vont faire des archives pour elles, mais elles ont une audace et donc parfois aussi une absence de rigueur, mais des fulgurances lumineuses. Et Ivan Illich fait partie de ce travail de ces auteurs et de ces autrices-là. C'est-à-dire il réinterprète toute l'histoire. Et il remonte jusqu'au paléolithique. Et donc, il y a l'idée, on nous raconte des histoires de modernisation, alors qu'en fait, l'humanité qui est en train de s'inventer avec le capitalisme, c'est une histoire de guerre contre la subsistance, d'amoindrissement complet des capacités de connaissance et d'auto-régénération qu'il y a dans les milieux des fameuses communautés biotiques. Donc il faut relire toute l'histoire à cette lumière. Et donc, à partir de là, les chasseurs-cueilleurs, les chasseuses-cueilleuses, enfin, tout repart. C'est une véritable mise à plat anthropologique. C'est un programme. Et donc, à partir de là, évidemment, c'est pas... on a toujours beau jeu d'accuser de forme de rapidité. Voilà, Françoise Daubonne, elle est éblouissante d'érudition, et en même temps, c'est justement parce qu'elle ne s'encombre pas toujours d'érudition qu'elle a une audace et qu'elle ouvre des vraies pistes.
qu'il s'agit de reprendre très sérieusement, et des préhistoriennes ont repris très sérieusement et sont en train de reprendre, et de la même manière pour les anthropologues. Et donc cette relecture complète de l'histoire en se disant, si la subsistance, c'est le fait politique majeur qui fait communauté, qui fait que les gens sont ensemble. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de dire que les femmes ne sont pas importantes dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ou qu'elles sont, ou alors qu'on réinventerait le matriarcat, c'est pas ça le problème. C'est que toutes les places et donc la façon d'interpréter les relations entre les êtres est donc reliée vers l'enjeu commun qui est donc de participer à la subsistance commune. Et donc il se trouve que les femmes là-dedans, elles occupent un sacré rôle, et un rôle sacré même. C'est parce que aussi, vas-y, non mais parce que là j'arrive au genre vernaculaire après. Pardon, mais parce que je pense que c'est un point, ça me semble un point important à discuter avec toi à ce stade, cette question des femmes, de la place des femmes et de leur émancipation dans le contexte de la communauté et de la maisonnée. Parce que tu décris hyper bien comment est-ce que historiquement l'arrivée du capitalisme, de la spécialisation, enfin tout ce que tu as décrit, ont assis le patriarcat et relégué les femmes à un rôle secondaire dans la domesticité, etc. Bon, on voit très bien. Mais malgré tout, maintenant qu'on en est là, si on entreprend un geste de retour ou de refabrication, pour reprendre le terme que tu utilisais, refabrication de maisonnées, refabrication de communautés autour de communs, ou à partir de communs qui pourraient être d'ailleurs réactivés par des mouvements de reprise de terre, par exemple, enfin tout ce moment dans lequel on est, quoi, vraiment très concrètement actuellement là dans plein d'endroits dans notre pays. Mais donc si on se dit ok, cette hypothèse de la subsistance, elle est quand même hyper forte, elle est vachement séduisante parce qu'elle déplace plein de trucs. Du coup, on essaie de repenser des espaces comme ça, communautaires, au sens de maisonnée. Comment tu vois la possibilité que ce geste se fasse, que ces mouvements se fassent, sans que ça relègue de nouveau, sans que ça n'emprisonne les femmes ou des personnes identifiées comme femmes, en tout cas pas identifiées comme masculines, dominantes, hétérosexuelles, comment faire pour que ça ne les renferme pas dans des positions secondaires, d'assistantes ou d'accompagnatrices, de personnes qui auraient des super projets, je ne sais pas, de menuiserie ou architecturaux. Enfin, malgré tout, c'est pas si simple. Je trouve que il n'y a aucune automaticité évidente dans le fait parce qu'on reviendrait vers de la communauté, on recréerait des communautés, alors on pourrait revenir à une situation de non-domination ou peut-être une asymétrie. Comment tu vois ça et même, enfin peut-être plus fort, quoi, quelle perspective d'un point de vue féministe, puisque tu es féministe et que la question du féminisme, elle traverse tout, enfin c'est le premier mot du sous-titre de ton livre, enfin cette question du féminisme, elle est essentielle dans le livre. Comment est-ce que toi tu vois la possibilité rêvons d'une expansion féministe à travers ce geste de la communauté de la maisonnée, parce que je trouve que c'est pas si simple en fait à imaginer dans notre contexte là aujourd'hui. Alors déjà, c'est quelque chose que les écoféministes qui m'intéressent en tout cas disent tout de suite, c'est que ça dégenre complètement. Comment dire, ça dégenre, c'est-à-dire qu'en fait le problème la sweat equity, la bonne relation, ça ne veut pas dire les hommes font leur part de façon très sexuée et selon la division sexuelle du travail, les femmes font leur part et puis on met un petit égal entre les deux. C'est la fameuse théorie de la complémentarité des sexes. Enfin, c'est une façon traditionnelle, on va dire, de voir les choses. C'est pas ça vers quoi elles tendent. Ouais. Ivan Illich, oui. Mais il se fait pas mal allumer. Ouais, Ivan Illich, oui. Mais en même temps, c'est plus compliqué que ça. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, Ivan Illich, parce que j'aime beaucoup le genre vernaculaire, c'est un texte que je trouve exceptionnel. Ivan Illich, il dit quelque chose il pose une question. Il dit juste, historiquement, quand il y avait des travaux des femmes d'un côté, les travaux des hommes de l'autre, que les femmes ne pouvaient
pas être en capacité de connaître forcément les travaux des hommes et les hommes en capacité de maîtriser les travaux faits par les femmes. Il se trouvait donc qu'il y avait une interdépendance totale qui fait qu'on ne pouvait donc pas se passer de l'autre moitié. Et que ça créait même un respect, une sorte de sacralité en fait, qui fait qu'on est face à un domaine de savoir. Et donc, il pose une question, puis moi je la repose autrement. Qu'est-ce qui se passe quand tout le monde sait faire marcher une tronçonneuse ? Il y a plein de... Non, mais c'est une vraie question. Et donc, ce qu'il dit, c'est que quand il y a une division, il essaie de comprendre anthropologiquement à quoi ça sert de faire ça. C'est bizarre de vouloir borner le savoir, quand même. Ça sert que tout le monde ne puisse pas savoir tout faire, parce que si tout le monde fait tout, tout le monde va tout faire, et il n'y a plus de forêt. Enfin, c'est un peu... Excusez-moi d'être un peu... Là, je fais un gros raccourci. Mais du coup, c'est assez malin comme façon de poser les choses, c'est que du coup, il ne sait pas qu'il justifie la division sexuelle du travail, mais c'est qu'il dit ça fait partie des principes de limitation que l'humanité a trouvés comme possible pour éviter que tout le monde fasse tout n'importe comment et se sente la puissance de tout. Parce que justement, on n'est pas puissant de tout. Il y a des choses qu'il faut savoir. Donc le principe, c'est la limitation. Moi, je ne suis pas... Enfin voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que ça marche si c'est équivalent. Si c'est de pouvoir équivalent, de prestige équivalent, d'outillage équivalent, de sacralité équivalent. Et je ne vais pas me lancer dans la discussion sur est-ce qu'il existe des sociétés où c'est équivalent ou pas. Oui, on va dire que oui. C'est pas... Mais par contre, nous, on n'est pas dans cette... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas été élevée. Moi, je veux pouvoir prendre les armes. Je veux... D'ailleurs, des femmes ont pris aussi des... Enfin, je ne veux pas, d'ailleurs, mais mais j'ai imaginé qu'à un moment donné de ma vie que je pouvais... Mais c'était bien que je puisse l'envisager. Et donc, je trouve que c'est très important d'arriver à l'autre, enfin, de partir sur une autre piste. Mais moi, si je détaille le genre vernaculaire, c'est parce que je pense que cette piste-là, c'est pas une piste qu'il faut laisser de côté, parce qu'il y a plein de bonnes femmes triviales locales, comme je les appelle, de façon qui n'est pas du tout disqualifiante, pour qui... Cette façon-là, et ça concerne plein de femmes au monde aussi du Sud global à qui on ne va pas expliquer qu'on va changer la division sexuelle du travail et non de quoi, d'ailleurs, nous, on viendrait leur expliquer qu'on sait mieux ce que c'est que les travaux des hommes et les travaux des femmes. C'est d'un colonialisme extrême que de vouloir tout d'un coup et qu'en plus, ça dénie le fait qu'il y avait énormément de troubles dans le genre, y compris dans cette façon-là de concevoir le monde qu'on imagine, nous, traditionnel. Donc ça, c'est un premier point. Ça, c'est le premier chose. Mais je dis juste que c'est très important dans ma conceptualisation féministe de ne pas laisser de côté de laisser de côté ces formes-là d'organisation. Mais de l'autre, par contre, c'est celle dans laquelle moi je me situe moi plus personnellement, par exemple, et puis politiquement, ça me paraît plus immédiatement communicable quand même et plus désirable aussi, en un sens, c'est justement d'arriver à cette forme à cette polyvalence. Et c'est pour ça que moi, la figure de la paysanne polycultrice éleveuse, elle me fascine complètement. Parce que cette fameuse polyculture, là, je trouve qu'il y a quelque chose d'énorme. Et ça, pour moi, c'est un truc... et éleveuse, et peu importe, en fait, même si c'est une éleveuse ou un éleveur. Et donc, de raisonner, alors c'est pour ça, non pas à partir des gens, mais à partir des activités qu'il va falloir faire, pour moi, ça c'est un déplacement très très important. Ouais. Et c'est ça que je trouve l'issue du féminisme, c'est que moi c'est la subsistance qui m'importe. Et du coup, dans les maisonnées, justement, ce que je trouve extraordinaire et ce qui peut être complètement d'une actualité redoutable, c'est que y a plein de corpulences. Quand il y a, je sais pas, Maria-Agnès, elle a 9 frères et sœurs. Maria-Agnès, par exemple, elle a fait des études, c'est la seule de sa famille qu'on a fait. Et elle avoue que les travaux des champs, elle en a fait énormément, mais que ses frères et sœurs lui ont reproché comme elle est partie au lycée, elle en a fait moins que les autres. C'est donc la fille de la famille qui s'est retrouvée l'intellectuelle au bout du bout, en plus dans un lycée alternatif. Enfin bref, elle a une trajectoire assez particulière. Et donc, mais il n'empêche que voilà, et tous les garçons n'étaient pas abonnés aux travaux de force.
C'est-à-dire que c'est de quelle drôle d'idée, quoi. À partir du moment où il y a plein de gens dans une maisonnée, on voit bien qu'il y a plein de cycles de vie, qu'on n'est pas, enfin, on peut pas essentialiser comme ça des genres. Et cette variété, moi, c'est réaccéder à cette variété en fait des corps et des capacités, moi, qui me semble le plus important. Je peux faire une observation à ces propos par rapport au genre vernaculaire. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi chez Illich, c'est qu'il déplaçait la question à un autre endroit à partir duquel il y a le potentiel de dégenreisation, je ne sais pas quoi. C'est de considérer plutôt la question des milieux de vie en contraste avec la question des environnements. L'environnement, c'est une sorte de rapport déjà de désanimation. Le rapport à des milieux de vie, quand on dit milieu de vie, c'est un milieu vivant, donc il faut l'animer, il faut qu'il demeure vivant, donc il y a une logique de régénération, comme tu disais, et c'est un peu faire la différence entre aussi, est-ce que ça a à voir avec un régime patriarcal ou je ne sais rien, quoi, mais c'est entre la question de la reproduction sociale et la question de formes génératives qui appartiennent davantage à une notion plus proche de la communauté. La communauté, elle est portée dans des logiques, ce qu'Isabelle Stenger s'appelle des dispositifs génératifs. Comment quelque chose est en mesure de générer de nouvelles formes avec des conditions qu'il faut entretenir, quoi, de rapport entre... Bon, allez, pour utiliser un mot un peu d'hétérogénèse, quoi. Enfin, il faut qu'il y ait toujours un rapport à... Bon, voilà, on n'est pas dans la reproduction du même, alors que la reproduction sociale dans un environnement donné, il tend à être dans une logique de reproduction du même, quoi, des identités, ouvriers, ou je sais pas quoi, ou femmes au foyer, bon. Et là, cet endroit-là, je le vois intéressant, parce que ça nous débarrasse un tout petit peu de quelque chose qui peut aussi nous tétaniser. C'est un truc très en surplomb et très idéologique. Quand tu posais l'exemple caricatural, on va émanciper les femmes. Federici, il a été au Niger, hein, et il a travaillé cette question-là avec des femmes qui sont dans des rapports, voilà, quoi, des subsistances. Bon, comment on sort un peu de cette matrice-là, où finalement ça nous empuissante aussi, quoi. Dans des trucs, bon, des assignations, merde, je suis un mec, j'ai pas le droit de parler, etc. Bon. Ça se présente pas tellement. Ok. Bon, je vous faisais une petite confession, je m'expose, vous ne soyez pas méchante. Je me permets de m'exposer un peu. Non, mais du coup, c'est mais vraiment... enfin, peut-être qu'on peut aussi faire circuler, oui, voilà, et après on revient... Non, mais tu peux répondre. Mais réponse, s'il te plaît. Non, mais c'est une vraie... je trouve que c'est une tension. C'est une vraie tension. Et du coup, c'était un peu le pari du livre, c'était d'embarquer différents régimes de genre. Et ça, je trouve que c'est pas rien. Et parce qu'en plus, c'est issu de mes enquêtes de terrain. C'est-à-dire que je vois bien, à partir du moment où les gens se montrent, sont visibles dans le fait qu'ils sont en train de produire, enfin, c'est même pas le mot produire, il faut le bannir, mais ils se coltinent la matière de la subsistance. Les relations avec le voisinage sont complètement reconfigurées. Parce que là, il se crée des alliances assez étonnantes, et ça, on le trouve vraiment partout, c'est-à-dire que, même voire politiquement problématique parfois, mais parce que tout d'un coup se crée un autre front, qui est ceux qui sont un rapport substantiel à la subsistance et qui sont dans la fabrique, et puis ceux qui ont un rapport d'étrangeté, alors qu'ils partagent le même territoire. Et donc ça fait que... moi j'ai une doctorante qui a travaillé sur des groupes, des terres de femmes, mais aussi des groupes queer ou des femmes lesbiennes qui dans la néo-rurale. Et elle ne parle pas d'homophobie, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle s'ancre dans le territoire, en fait, là, il y a quelque chose qui se passe qui fait que la division, elle n'est pas... toi, tu n'es pas dans une famille nucléaire normale et moi, oui. C'est qui travaille la terre ou pas, quoi. Et qui se la mange, enfin se mange ce travail, c'est-à-dire il faut se le manger, au sens, c'est une vraie formule, et je pense que je ne veux pas idéaliser non plus, il y a le mot, je ne dis pas qu'il n'y a pas de tragique, d'expérience tragique, et je pense que ça reconfigure beaucoup de choses. Voilà. C'est en tout cas une utopie, et c'est quelque chose que posent vraiment aussi ces écoféministes, qui est le travail de la matière, c'est ce qui va nous relier en fait. Il y a une puissance de la transformation collective d'une matière
qui ne nous aliène pas, parce on va faire en sorte qu'elle nous libère, parce qu'on va se mettre en capacité d'être à l'écoute de ses capacités de régénération et d'invention, puisqu'elle va aussi se réinventer à notre contact et elle va nous réinventer. Ben ça a quelque chose de quand même qui est très fort, quoi, et qui peut produire de l'égalité. Enfin, je sais pas comment dire, de la justice. En tout cas, c'est un pari. Super. Celles et ceux qui veulent réagir. Je vais passer un micro. Bon, j'avais une première question qui était quel âge a cette dame allemande et à quelle époque elle était dans la campagne, ses frères et sœurs, ses parents. Ce que je reprocherais, c'est qu'on ne soit jamais dans l'histoire. On ne parle jamais du 19e siècle. On ne parle jamais que les paysans ont arrêté de travailler à la terre. Il y avait des raisons et pourquoi ils sont partis en ville. On ne les a pas obligés. Et ensuite, moi, je voudrais demander une réponse pour cette dame que je ne connais pas du tout. À quelle époque? Elle est née en 1930. 1930. Elle s'est retrouvée en plein fascisme. Tout à fait. Lui, c'est travail, famille, patrie. Bon, alors moi, je fais partie des gens les plus âgés. Alors, je pense que c'est un très mauvais procès à faire à Mariamis. Voilà, je préfère vous arrêter tout de suite. Mais vraiment, parce que là... pas du tout. Mais je pense que... Enfin, je veux dire, si c'est... allez, je vais te finir. Mais elle était en plein dans ce truc. Bon, j'ai vécu 4 ans à Mexico, je connais très bien les Tarahumara, les Huicholes, et quand vous me parlez d'Ivan Illich, là je hurle. Ivan Illich, c'était à bas l'école, c'était à bas la sécurité sociale. Il y a eu des manifestations terribles quand j'y étais pendant 4 ans. J'ai vécu, par exemple, les Tarahumara, je leur avais demandé mais pourquoi vous mettez vos maisons très éloignées les unes des autres? Ils m'ont répondu c'est pour qu'on ne se dispute pas. Bon, et ça c'est une première chose. Ensuite, je retourne au Cévennes, puisqu'il y a eu la lutte, etc. Il n'y a plus de paysans. Les derniers paysans que j'ai connus dans le hameau, ma mère a acheté des ruines en 1964, les vieux sont morts et les jeunes sont partis en ville. Parce que ramasser les châtaignes, les blanchir, avoir des chèvres, faire des pélardons, ça ne gagnait rien du tout. Depuis, il y a eu, à l'époque, il y a eu des gens retour à la nature qui n'étaient pas du tout paysans, qui ont fait un petit peu de jus de fruits, un petit peu de pélardons, qui ne vendent que l'été dans les marchés quand il y a des touristes de gauche, des touristes, voilà, ça coûte 3 fois plus cher que les autres, donc c'est pas n'importe qui non plus. Et ces gens-là vivent du RSA. Même chose pour Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'ai une amie dont la fille était à Notre-Dame-des-Landes, donc je ne sais pas ce qu'elle cultivait les poireaux et autres. Elle est au RSA. Elle ne peut pas vivre. Ils ne peuvent pas vivre de ce qu'ils cultivent. Bon, j'ai vécu 4 ans en Afrique, et j'y suis retournée tout le temps, dans différentes communautés de différents pays, aussi bien des agriculteurs que des éleveurs. Bon, il faut voir que ça ne se passe pas très 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 bien entre les éleveurs et les agriculteurs. D'ailleurs, de toute façon, il y a énormément de sécheresse. Alors, les troupeaux, il y en a de moins en moins parce qu'ils meurent. Depuis, moi j'étais au Ghana en 70-72, il y avait déjà des gens du nord du Sahel qui descendaient vers Accra pour essayer de trouver du boulot. Leurs troupeaux étaient morts de sécheresse. Et en 1974, ça a recommencé. Donc voilà. Donc les Peuls et les Touaregs, c'est terminé. C'est vraiment terminé. Il faudrait aussi se demander pourquoi il y a tous ces mouvements, disons, intégristes, entre guillemets, de guerre, parce qu'il y a des gros problèmes économiques. Donc il s'agit même pas de... Comment dire, on oublie le 19e siècle en Europe, où il s'est passé cette chose-là, qui se passe maintenant dans les pays dits sous-développés. Il y a eu un départ vers les villes parce qu'il n'y a pas de travail. Moi, peut-être que vous pouvez laisser Geneviève Prevot vous répondre. Parce que, oui, je faisais un grand tour de différents pays
tout cas, ça fait déjà plein de sujets. Peut-être on peut terminer. À la limite du Mali, au Sénégal, sud-est, les enfants partent en France pour travailler parce qu'ils ne survivent pas avec de ce qu'ils ont, qu'ils soient garçons ou filles, hein, c'est pareil. Et les parents qui ont mon âge ont travaillé en France et ils ont leur retraite française et avec ça, ils vont faire une association où ils construisent l'école, la case pour l'infirmière, etc., etc. Mais c'est avec du salaire et de la retraite. Voilà. Donc, et puis alors, bon, Ivan Illich au Mexique, il n'est pas tellement... enfin bon. Ok, je crois qu'on a compris. En France non plus, hein, vous inquiétez pas. Il n'est pas tellement... Ah, je crois, je sais pas. Je crois. Ah, si, c'est vrai. Non, mais écoutez, merci beaucoup pour cette. Attendez. Laissez-la répondre et puis. Non, juste pour vous dire qu'en tout cas, j'accorde pas mal de place dans le livre à tout ce processus que je vous ai pas rappelé de façon très très précise, parce que justement dans la façon que vous avez de retracer cette histoire mondialisée, en fait, hein, qui n'est pas du tout limitée à l'Europe, puisque c'est très lié à la colonisation, c'est qu'il y a quelque chose, malgré tout, dont vous témoignez, hein, qui est la mise à mort, enfin la destruction des sociétés de subsistance. Il me semble que c'est de ça dont vous parlez aussi. Et le remplacement des sociétés de subsistance par des sociétés salariales dont le RSA fait partie. On est bien d'accord. Et donc, moi, par exemple, dans mes enquêtes, j'ai fait une centaine d'entretiens, j'ai très peu de gens au RSA. Alors, effectivement, à Notre-Dame-des-Landes, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. Et ça m'a d'ailleurs posé pas mal de problèmes. Enfin, pour plein de raisons, parce que moi, justement, l'une des choses qui m'intéresse, c'est aussi je fais des enquêtes ethno-comptables, de microéconomie, en fait, sur les formes de viabilité d'une vie avec assez peu d'argent et beaucoup de travail de subsistance en nature. Donc, du coup, j'ai fait une enquête micro-comptable de gens qui vivent avec 2 chèvres. Cette vie difficile dont vous parlez et qui ne vendent vraiment pas qu'à des touristes parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils vendent un peu pour vivre puisqu'ils ne touchent pas d'allocation et même pas l'allocation pour le bio parce qu'ils ne veulent même pas le contrôle du bio. Donc, j'ai essayé de rendre compte d'une population qui a vraiment après la fin des paysans, quoi, c'est sûr. Et est-ce qu'ils ont une vie dure, dont vous témoignez? Est-ce que leur vie est-elle vraiment dure? Est-ce qu'elle est enviable? Parce que c'était ça aussi, l'utopie, c'est sympa la fabrique, mais est-ce qu'on y survit? Et je ne vous donne pas mes conclusions, parce que c'est le volume 2 de Quotidien politique. Mais je reste enthousiaste. On va fixer la date, allez. On va fixer la date. Dans 1 an. Voilà. Et donc, du coup, j'essaie de répondre justement à ce qu'exactement l'histoire que vous êtes en train de raconter, qui est une histoire de pénibilité. C'est comme parce que l'idée qu'on serait parti en ville parce que le travail des champs est très pénible. Je n'ai pas dit que les travaux des champs n'étaient pas pénibles, hein, mais je dis ils sont pénibles peut-être au moment de ce qu'on appelle la transition vers l'industrialisation, la transition capitaliste. Et après, c'est la même chose au Mexique dans les années 70, ou en Afrique aujourd'hui, avec aussi des milieux de vie qui sont pris par... Voilà, donc il ne s'agit pas d'enchanter non plus les mondes, hein, c'est pas, mais je ne suis pas sûre qu'on vive pour autant un monde enchanté. Quand je parle du monde moderne. Je ne dis pas non plus qu'il faut une société forcément sans État. Je suis fonctionnaire. Ma mamelle, c'est l'État. Donc j'ai beau jeu de cracher, enfin comment dire, c'est pas bien, mais voilà, je peux pas m'inventer. Je dis pas que, et je pense qu'il y a des tas de gens qui sont aussi au RSA. Donc je pense que par contre d'essayer de trouver des, parce que c'était l'exercice de dire, moi je vais même pas m'intéresser au niveau de l'État. Pourtant j'en dépends. Sans lui, j'aurais pas... Enfin, je dis bien lui, au masculin même. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que... Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait de toutes celles et ceux qui ont essayé d'en minimiser la part et qui ont placé la subsistance, qui, elle, n'a pas besoin des États parce qu'elle est vitale et que ça, toutes les catastrophes le montrent, c'est la première chose que les gens vont maintenir.
Et ceux qui attendent que l'État les nourrisse crèvent de faim, assurément, parce que heureusement que toutes les populations du monde ont des savoir-faire de subsistance qui subsistent, sinon je pense qu'on crèverait de faim, puisqu'il y a une guerre à peu près à tous les coins de rue. Donc ça, moi j'ai voulu redonner toute sa valeur et toute sa place à ce geste fondamental-là, qui donc existe sans les États et contre l'État. C'est pas Peut-être pas seulement. On va faire circuler un peu la parole. Merci beaucoup. J'ai pas lu le livre, je ne sais pas s'il est sorti il y a longtemps, mais j'en ai beaucoup entendu parler et la formation me donne de temps en temps de le lire avant d'être interprété. J'ai deux questions, remarques distinctes. Vous avez abordé la question justement de comment est-ce que du coup revenir à ces modes de subsistance, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup dans mon travail aussi, par ailleurs, et qui me travaille aussi. Et donc revenir à ces modes de subsistance-là, comment est-ce qu'ils peuvent légentiser, entre guillemets, ou permettre de faire advenir une forme de justice de genre, sans parler d'égalité. Et on a aussi un petit peu parlé justement de la captation des savoirs par, disons, un espèce de stéréotype qui pourrait être celui de l'ingénieur, qui a été apprendre des trucs au départ pour pouvoir mieux contrôler et puis ensuite instituer par le haut. Moi, dans mon travail, je vois beaucoup d'ingénieurs qui justement font le chemin inverse. Je ne sais pas si vous connaissez l'atelier paysan sur ce sujet. Voilà. Et du coup, je me pose la question, parce qu'ils ont travaillé aussi, de quel rôle ou quelle place et comment s'assurer justement qu'il n'y ait pas, c'est un peu la question que vous avez aussi posée, c'est une forme de réappropriation, parce qu'ils auront peut-être plus de visibilité, de parole, de reconnaissance, ou en tout cas d'image, on peut leur accoler ils ont raison, c'est des experts, etc. Donc voilà, comment être un bon allié, entre guillemets, si on met à partir du moment où on a conscience de ça. C'est ma première question. Et peut-être que ça viendra dans le top 2 du coup, mais c'est aussi une autre question pour le top 2, peut-être l'autre, c'est dès le départ, j'ai adhéré au constat que vous faisiez, que vous avez beaucoup présenté en intro, mais je me suis posé vraiment la question de non pas seulement de la désirabilité, parce que je pense que si on a le temps de se poser ces questions, on peut y arriver, mais de l'audibilité, on va dire, politique, collective, sociale de ces discours-là, quand c'est des sujets, de culture, c'est des sujets culturels, en fait, aujourd'hui, pour 90% de la population française, je pense que c'est inutile, ou en tout cas, c'est même pas une perspective, parce que la façon de s'en sortir, c'est d'aller au mieux trouver un job dans un grand groupe, au pire, pédaler sur un vélo pas électrique pour livrer des colis en tant qu'indépendant à l'hiver. Et du coup, est-ce que vous commencez à penser, peut-être dans le top 2, une forme de comment embarquer, ou comment rendre audible, je ne sais pas comment amener ces sujets-là dans le débat public, et est-ce que c'est politique, est-ce que c'est par quel outil politique? Après, vous me direz sur quoi vous travaillez, ou tout de suite. Oui. Moi, j'ai un profil d'ingénieur, une formation d'ingénieur, mais aujourd'hui, je fais quelque chose qui ressemble plus à ce que vous faites. Je travaille pour une association qui s'appelle le Low-Tech Lab, où on s'intéresse à un tas de solutions low-tech, cognitive low-tech. Je travaille de répondre à des besoins de base et qui travaillent sur des substances qui sont auto-constructives, etc. Et en fait, moi, ce que j'amène au sein de cet asso, c'est le sujet socio-économique, et disons culturel, c'est-à-dire que je réalise un gros travail d'enquête sur plein d'organisations qui s'emparent de ces solutions et qui essayent de les diffuser le plus largement possible en étant cohérents et non pas en industrialisant ça en Chine pour que tout le monde ait chez soi quelque chose d'utile, de simple, etc. Donc j'ai par exemple été enquêté sur l'atelier paysan et une dizaine d'autres structures de ce genre-là pour pouvoir raconter en fait et se faire un peu le relais de ça paraît pertinent techniquement, mais comment est-ce qu'on le socialise, entre guillemets, même si le socialise n'est pas le bon, mais comment est-ce qu'on le fait passer à l'échelle de façon. Comment ça devient politique, en fait, cette démarche. C'est un sujet du coup qui m'intéresse beaucoup, la quotidienneté, etc., parce que dans beaucoup de projets politiques autonomistes, on parle peu de la fameuse base des appels
En fait, du coup, moi, l'enquête ethno-comptable, donc il s'agit de compter ce qui compte pour les gens, et donc de proposer d'autres comptages économiques. On n'a pas fait ce truc, mais c'était micro-compter pour macro-compter. Et donc, c'était justement pour répondre à la fameuse question, mais en fait, sans le RSA, ils s'en sortent pas, avec les subventions d'État, ça marche pas, et de toute manière, ils gagnent rien, ils sont subventionnés par leurs parents, etc., etc. Donc c'était pour... Parce que j'avais quand même fait tellement d'entretiens où ce profil-là n'était pas actualisé. Je me suis dit, bon, c'est un tel stéréotype que je ne sais pas comment le casser, parce que moi, je peux toujours avancer avec mes entretiens, mes trucs biographiques, parce que même quand je l'écris, les gens ne l'entendent pas. Donc, je me dis, j'en peux plus, c'est fatigant, je n'ai pas rêvé non plus, enfin, je veux bien... Donc, je prends un couple. Alors, j'ai pris le plus classique, hétérosexuel, un gamin, mais par contre, ils vivent en yourte. Et, enfin bon, je ne vous détaille pas tout ce qu'ils ont. C'est pas, on n'est pas dans l'extrême avant-garde du tout. Dit du point de vue du genre, si, parce que c'est en fait, il y a une inversion complète des rôles, mais ça, je vous en dis pas plus. Pas complète, mais assez importante en tout cas, parce que c'est elle qui ramène l'argent. Et donc du coup, la question c'est donc combien de... Pour rendre désirable la chose, c'est j'en avais marre d'entendre, mais ça coûte cher. Je dis, non, mais combien coûtent les terres, à quel prix ils les ont obtenus compte tenu du marché des terres, ça c'est pas mal d'enquêtes pour obtenir ça. Les outils, ils viennent d'où? Comment ils arrivent à les réparer, comment ils apprennent leur savoir. Les poules, il y en a combien? Ça fait combien d'œufs? Compter des poules, c'est pas facile. Enfin, c'est quand ça bouge tout. Enfin, bon, je me suis retrouvée. Compter des œufs. Oui, parce qu'il y a et là, c'est sur une année entière. Et à la fin du mois, combien ils gagnent? Ils n'étaient pas capables de me le dire parce que c'est très compliqué. Parce que l'argent, ça circule, il y a des cagnottes, ils font des économies qui cachent dans un endroit, puis après, donc tout ça, c'était hyper compliqué. Et à la fin, j'arrive à trouver 2 ans d'enquête, une somme de combien ils gagnent en moyenne par mois, parce qu'ils sont boulangers par ailleurs, etc., etc. Et là, l'idée, c'est, mais j'en suis venue à calculer, mais en fait, même m'amuser, quoi, à dire, et c'est combien l'heure, est-ce qu'ils gagnent un taux horaire équivalent au SMIC? Et en gros, ils gagnent 1 300 €. Ils réussissent à gagner sans subvention 1 300 € par mois à 2, en travaillant comme des babas speed, pas des babas cool. Voilà. Mais vraiment. Donc, mais alors après, qu'est-ce que c'est que ce fameux temps? Est-ce que c'est un temps? Donc, ça c'est encore d'autres comptages. L'agréabilité du temps. Et ça l'ethnographie, c'est aussi... Moi, donc je vais raconter de façon narrative, parce qu'on a parlé de la narration. Je pense que c'est très important dans la description de c'est ça le pouvoir aussi de l'ethnographie, parce qu'ils n'ont pas le temps de raconter leur vie. Et donc moi, j'étais là, je prenais des notes sans relâche sur leur quotidienneté, qui comprend à la fois leur comptage, mais la façon qu'ils ont de vivre ce temps-là. De me dire, on le voit quand le corps, quand c'est pénible, quand c'est dur, et donc ça permet de réviser un peu d'une part de comprendre, en tout cas par le menu, et je vois pas d'autre. C'est une possibilité, une manière d'attester, de faire preuve. Il y en a plein d'autres, le travail que vous faites, ça en fait partie aussi. Mais là, c'est de faire une ethnographie, une plongée monographique extrême dans 12 jours. Pas plus, 13 jours, je ne sais plus combien je vais en garder à la fin, où là, tout est consigné, justement pour voir mais quelle hybridation ils font entre des techniques, jusqu'où ils peuvent aller, là où ils baissent les bras, et surtout, le plus important, c'est de voir qu'ils ne sont pas que 2, ils sont une communauté. Et donc, à un moment donné, il a fallu cartographier. J'ai dû cartographier tout le monde, et ça va effectivement de l'État, donc qui va leur fournir de quoi se soigner, parce qu'il va y avoir un accident dans cette histoire aussi. Et il va y avoir ça comprend l'État, des routes, mais ça comprend aussi des tonnes, au moins une 50aine de personnes, parce qu'après et j'ai regardé les kilomètres, à combien de distance ils sont, etc. Et ça marche beaucoup avec la voiture. Donc il y a plein de choses pour moi, je suis plus on enquête minutieusement, précisément, sur une variété de cas de ce type, plus peut-être on arrivera à tordre le cou au fait que c'est impossible.
Est-ce que je peux me permettre un petit rebond? Parce que c'est vrai que c'est une question que je pose tous, tout le temps. C'est pas parce qu'on se la pose tout le temps qu'elle n'est pas importante. Mais c'est comment quelque chose qui est très moléculaire, quoi, voilà, qui est partout quand même, elle atteint un seuil à partir duquel ça devient, ça devient une puissance, ça aspire suffisamment les imaginaires, je sais pas quoi, etc., etc. Bon, c'est vrai, c'est une question. Surtout si on a renoncé à une certaine tradition historique qui était celle des partis, quoi, des avant-gardes, des gens qui croyaient avoir tout, voilà, quoi, avec quelques idées, bah, ça faisait un monde, quoi. Et puis là, on est dans un truc où parfois on se dit, oui, tout est tellement immanent, tout est tellement... Bon voilà, il n'y a jamais quelque chose de l'ordre d'une projection, un peu un saut, quoi. Le saut. Non, comment on rend désirable les sauts? Moi, j'en finis par me dire, parce que moi, ça m'empuissante beaucoup aussi, cette histoire-là avec les communaux, c'est tout le temps que je me dis ça. Et je me dis, est-ce qu'il ne faut pas quand même être un peu stratège dans cette affaire-là, quoi, finalement, adoptant de vieux préceptes des stratégies. C'est-à-dire, il y a un boulot qui est un boulot de tissage qu'il faut continuer à faire, et il prolifère partout. Il est en train de proliférer partout, avec un axe quand même très important qui est en train de s'effectuer, quoi, qui est la question de la métropole et de la démétropolisation, avec toutes les inégalités territoriales qu'on connaît, parce que la démétropolisation en Seine-Saint-Denis, faut pas rigoler, c'est pas la même qu'elle peut avoir lieu lorsqu'il y a eu les Covid, les gens sont barrés de Paris, apparemment il y a 400 000 Parisiens qui sont cassés, etc. Bon, on imagine à peu près qui s'est barré de Paris, quoi. C'était pas à Montfermeil que les gens se sont barrés à la Gambrousse, quoi. Bon, peut-être qu'il y en a eu aussi quand même, hein, mais j'en sais rien. Bon. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, mais est-ce qu'il ne faut pas se dire qu'on travaille sur de lignes, de bifurcations qui sont différentes, qui vont à un moment donné se retrouver, quoi. Ça pose la question de l'État aussi. Est-ce que ça veut dire la question de service public? Parce que au fond, il y a l'hypothèse anarchiste quand même. Bon là, excuse-moi, j'ai fait une mini digression, mais Ukraine, Russie, Poutine qui arrive avec ses chenilles et ses machins trucs. Bon, bah, l'Ukraine, c'était un haut lieu de l'anarchisme. Bon, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de se battre? Bon, peut-être qu'il y a quelque chose aussi de réhabilité, de tradition qu'il faut, voilà, réactualiser en permanence, dans le communalisme anarchiste. J'en sais rien. Mais est-ce qu'il ne faut pas être capable d'être dans une sorte de stratégie qui fait qu'on suit une ligne qui n'exclut pas qu'à un moment donné, il y a des sauts qui vont venir. Des insurrections à la Gilets jaunes, il y en aura d'autres. On y sera ou pas, bon, après on va faire un autre choix, à quelles conditions. Mais on ne peut pas s'empuissanter au sens où la micropolitique serait insuffisante au regard de la verticalité que nous propose par exemple Éric Lordon, quoi, où tout devient insignifiant, même si c'est sympathique et tout. Bon, c'est là, moi aussi, il me semble, Geneviève, là où toi tu déplaces un peu la discussion justement par rapport à là on va pas faire maintenant la discussion sur Lordon, mais tout l'argument de l'efficacité. Ah ben c'est plus efficace, le niveau étatique ou le niveau macro, il serait plus efficace. Moi, je trouve que là où ton travail il nourrit de manière très féconde cette discussion, dans le sens il permet de sortir d'un rapport binaire. Ah bah ça c'est efficace, ah puis la ZAD c'est pas efficace, bah, donc du coup ce qu'il faut c'est faire un truc efficace, étatique, machin. Toi, je trouve que ce que tu poses vraiment fortement dans le bouquin, c'est il n'y a pas que la question de l'efficacité, il y a la question de la possibilité. Et qu'avec la subsistance, en fait, comme la subsistance est hyper concret, c'est pas que c'est plus efficace. Au fond, c'est pas forcément que c'est mieux c'est possible. que le système. C'est possible, quoi. Ouais. C'est juste que c'est possible de faire un truc complètement autrement et qu'il a plein de défauts. Enfin, voilà, que Madame évoquait un peu. Mais il a aussi plein de possibilités de faire autrement. Et déjà ça, en fait, dans un moment qui est complètement déprimant, désespérant, noir à plein d'égards, bah c'est des petites poches de survie. Enfin, est-ce que... je suis complètement d'accord et c'était vraiment l'idée, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que ces fameuses molécules, ça fait très longtemps qu'on les agrège dans les cuisines en fait. Et donc la cuisine, c'est pas... Voilà, je pense que des personnes qui savent composer dans les cuisines, il y a des couteaux dans les cuisines, il y a des matières, il y a plein de choses qui peuvent être transformées aussi et transformables. Et donc cette transformation, on le fait déjà, voilà, moi ça m'inspire beaucoup. Et la cuisine, ça se trouve en ville, à la campagne, partout. Et des terres, il y a des... Alors c'est sûr, les terres des Cévennes... elles
là où il y a des friches, c'est plus compliqué quand il y a du béton, et là, il n'y a pas... C'est plus possible. Mais c'est difficile. Mais si avec les relations ville-campagne, parce que ce qui sont déjà en cours, en fait, qui demeurent et qui subsistent dans certains cas, on peut réintroduire cette circulation-là. Et du coup, ce côté à portée de main, basique, transversal, quoi. C'est ce que j'ai trouvé très fort dans la perspective de subsistance de ces écoféministes allemandes, qui pensent autant à la paysanne indienne, mexicaine. Il se trouve que Veronica Bannock-Thompson a beaucoup travaillé sur le Mexique. Claudia von Verloop, son terrain, c'est le Pérou. Voilà, donc c'est des personnes... Ariel Salé, elle travaille qui est aussi une grande écoféministe de subsistance en Australie. Donc c'est des personnes qui ne sont pas du tout à planer, en fait, hein, qui voient bien qu'il y a des propositions des autochtones qui luttent pour leur subsistance et pour maintenir leur droit, en fait, à maintenir cette subsistance, et que ça se fabrique aussi dans des cuisines de toute classe sociale, et que là, il y a une écologie populaire possible aussi. Parce que le côté... moi, l'idée de compter, c'est que j'en avais marre d'entendre que ça coûte cher. Et donc, moi, je me souviens, quand j'ai fait mon stage de permaculture, il y avait un gars qui était scout musulman de France. Et alors, quand on a beaucoup discuté ensemble, et il voulait s'installer dans partir avec son épouse, vraiment s'installer, quoi, se quitter la ville. Il habitait en banlieue lyonnaise et il ne supportait plus, il voulait devenir agriculteur et trouver un terrain. Et puis moi, j'étais en train de fabriquer mes tableaux et je lui ai montré mes tableaux. Il dit « Oh, mais c'est bon, j'ai les économies là !» Il dit « Mais c'est bon, rien que le tableau comptable que j'avais fait de la possible installation, c'est-à-dire qu'une yourte, ça coûte pas cher, comparativement à ce que c'est qu'un loyer, etc. Après, il faut trouver, c'est pas n'importe qui, n'importe comment qu'on peut s'installer en yourte, parce qu'il faut trouver la commune aussi qui ne vous déloge pas, ce qui n'est pas rien. Mais ce que je veux dire, et puis il est maghrébin, donc je n'ai pas eu de nouvelles de cette personne-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été un levier, en fait. Ça a été un déclic. Et donc tu vas quitter le HSS pour faire un bureau de comptabilité. D'ethno-comptabilité. Mais en tout cas, l'idée, c'est que moi, je fais pareil avec des personnes. Je me dis, vous prenez ça, vous vous dites combien je peux économiser, combien j'utilise le salariat pour mettre tant de côté pour pouvoir me lancer. Et surtout, je me dis pas, je trouve le super collectif qu'il faut, parce qu'on met 10 ans à le constituer, il s'est fâché avant même d'acheter le moindre terrain. Et je trouve pas la communauté de mes rêves dans l'espace hyper déjà alternativisé, parce que de toute manière, le foncier aura tellement augmenté, puisque tout le monde y est allé là, depuis le confinement, que ce sera plus achetable. Donc il va falloir conquérir des zones, la fameuse diagonale du vide, où personne ne veut aller, et qu'il va falloir, qui est très important de remplir, et évidemment, rester là où on est. C'est-à-dire, il y a plein d'ateliers, dans le 93 aussi, à demander aux collectivités. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez parlé au début de l'inclusion des enfants dans la communauté. Je me demandais comment vous envisagez le rôle, la place des enfants, et vous parlez justement de casser les rapports de genre, jusqu'à quel point on peut déconstruire aussi les rapports de domination parents-enfants, et aussi dans un contexte où on essaie de casser les rapports de genre et donc d'inventer d'autres formes de parentalité. Donc voilà, le rôle des enfants, sachant que là, le fait du travail de subsistance, il y a manque d'expérience, manque de force naturelle. Merci beaucoup, parce que je pense que c'est un levier énorme, en fait, que justement de mettre au travail. Alors là, je vais vous faire bondir certains, de mettre au travail les enfants. De mettre au travail de subsistance. Dès l'âge de 12 ans, c'est mieux. Non, mais parce que ça s'incorpore déjà très jeune, et que je pense que malheureusement, c'est ça le problème, c'est que on va réinventer il faut réinventer à 40 ans ou 30 ans des gestes qu'on ne nous a pas appris. Et que là, je pense que les gamins, ils ont une capacité
à pas être genrée, sur laquelle il faut, parce qu'ils adorent tripatouiller des tas de trucs, on les met sur un chantier, et qu'il se trouve qu'en plus on parlait du low-tech, et j'ai parlé de, enfin c'est intéressant c'est que justement c'est des matières qui voilà, c'est pas du béton, c'est pas un atome en fusion, c'est pas une toupie énorme qui tourne et des kilos de plomb à soulever, c'est de la terre crue qu'on va assembler, c'est du bois qu'on peut polir, et ça très sincèrement, enfin voilà, c'est le bandane qu'on peut réutiliser avec pour refaire des bâtons, et ça, enfin franchement c'est à la portée de beaucoup de corpulence. Et les enfants, ils manient avec une grande virtuosité, en fait, et curiosité les matières. Mais encore faut-il leur mettre des matières dans les mains et ne pas en faire un esclavage. C'est-à-dire les enfants mis au travail forcé dans les champs et qui étaient mis dans... C'est aussi une histoire dont on hérite. Donc il ne faut pas... c'est pas de ça. Mais il y a quelque chose aussi dans le ludique, enfin, de remettre peut-être de la légèreté et du jeu. Moi, par exemple, c'est un truc tout bête, mais d'avoir enquêté avec ces boulangers paysans et qui étaient tout en permanence, parce que leur fille n'allait pas à l'école, avec Lola qui était là. Elle n'allait pas à l'école parce qu'elle n'était pas en âge d'y aller, je précise. Elle avait 3 ans. Donc, elle n'allait pas à l'école, qui est allée l'année suivante. Et ça, d'ailleurs, ils ont détesté, c'était infernal parce qu'ils devaient se... je veux dire, nourrir les poules tous les jours de façon un peu... mais quand Lola est là, ça change tout. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe qui fait que tout d'un coup, ce geste-là, hyper répétitif, il change complètement de nature. Enfin, il devient quelque chose de... Enfin, elle est là, elle transporte un truc... Enfin, voilà. Et donc ça, c'était très... Enfin, c'est pas pareil de mettre la clôture des vaches avec Lola sur les épaules. C'est à la fois beaucoup d'attention. C'est énormément de travail d'attention, c'est beaucoup de concentration pour que l'enfant ne se blesse pas, mais aussi c'est quelque chose, quoi. Et je pense que ça, tous les enfants de paysans vous racontent ce moment assez émouvant où les parents les ont embarqués dans une histoire de fabrique. C'est un moment, et les parents aussi se rappellent du moment où les enfants sont plus là. Et donc je pense que ça, c'est un truc très très important. Et les personnes âgées, c'est pareil en fait. Les personnes âgées, elles ont des tas de trucs à faire. Je veux dire, elles ne sont pas à être dans un EHPAD, elles ont vraiment écosser les haricots, c'est à la portée de tout le monde. Hein, et c'est un sacré boulot quand il faut s'y mettre. Excusez-moi, hein, madame, mais je suis peut-être enchanteresse, hein, mais je pense que ça fait partie aussi de la capacité à remettre sur le devant de la scène les capacités de participation de plein de populations différentes, avec des capacités différentes. Mais voilà, je pense que c'est... Oui, mais... Ouais, mais pas... Oui, je pense que là... Ouais. Oui, voilà, mais tous les vieux ne sont pas Alzheimer quand même. Assez. Oui, voilà, il y a des personnes qui veulent parler. Oui, pardon, d'abord, je n'ai pas eu de motif, mais évidemment, j'ai très envie de le lire. Pour les éléments qu'on comprend, il y a une remarque, il y a 2 mots qui ne sont pas dans, mais ce n'est pas très important, mais qui ne sont pas dans ce que vous avez dit. C'est le mot d'autonomie et le mot d'écologie, sauf à la fin, vous en avez parlé, l'écologie populaire possible. Voilà, mais c'est anecdotique, mais en même temps, ça m'intéresse de savoir pourquoi, pour travailler sur le concept d'économie de subsistance, et pas d'envoyer tout comme une autre, plutôt que d'autonomie. Et puis, la deuxième question, c'est pas cette guerre, elle continue. Le technocapitalisme, il continue. Alors maintenant, il continue encore sur le tirage de la paysannerie, avec l'accaparement des terres qui est en train de se faire même en France maintenant. Et il laisse finalement subsister dans des marges, éventuellement, des gens, en fait, avec la numérisation généralisée, avec... voilà, donc comment on se situe par rapport à ça? Parce que moi, je comprends que ce retour, cette émergence de la concept d'économie de subsistance et émancipatrice, mais quand même très faible, et moléculaire, et parcellaire, et sans stratégie, et voilà, et la puissance destructrice du technocapitalisme est très fort, et surtout son hubris, son désir d'imposer cette projection qui, au demeurant, est en plus pas chimique, c'est même plus genré,
ne sait même plus si c'est des hommes ou des femmes, c'est des hybrides avec la machine. Donc voilà, comment vous vous situez par rapport à cette violence du capitalisme actuel? Déjà, le terme d'autonomie et d'écologie, ça revient souvent dans le livre, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la façon dont ces fameuses écoféministes, qui sont des écologistes, altermondialistes. Maria Miss, elle va fonder, elle va accompagner Attac, elle va jusqu'à 80 ans, elle est sur tous les forums mondiaux. Enfin, c'est quelqu'un d'assez impressionnant de ce point de vue-là. Donc son engagement, ces engagements-là sont sans faille et se situent clairement du côté de l'écologie politique et de l'anarchisme. Ça, c'est important. Et donc, c'est une autre façon de penser l'autonomie, justement, par l'autonomie, par la subsistance. Et du coup, effectivement, les bras, la question de la guerre constante, et donc de la nécessité des stratégies et des unions possibles, c'est vrai que je resitue, alors je parlerai peut-être moi après, mais je resitue juste ces pensées-là, c'est que c'est des pensées qui vont justement accompagner le début de l'intermondialisme et vont se dire on a du monde dans la rue contre le techno-capitalisme là. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer, quoi. Et puis ça ne s'est pas passé. Donc il y a quelque chose c'est aussi un moment où on s'est dit, il y a eu l'espérance de cette bascule, parce que la rue, c'était plus justement dans des niches ou des communards qui avaient tant bien que mal réussi à maintenir leur position dans ce mouvement du retour à la terre. Et là, ça devenait massif, mais ça ne s'est pas fait. Et là, il y a comme il y a un désespoir, en fait, assez fort. Et puis, moi, ces autrices, elles arrêtent d'écrire après. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Nous, cette génération où c'est toujours là, et assez effrayant. Ce qui me permet, c'est le mouvement féministe. C'est un mouvement qui s'est appuyé sur les États, puis qui s'est fait aussi en dehors des États, qui s'est fait à tous les niveaux. Il a fallu que des gens au travail revendiquent leur position ou le fait qu'elles avaient le droit de le faire. Il y a des familles où il y a des parents qui se sont dit que c'était une bonne idée de faire des études à leurs filles et qui n'ont pas attendu l'autorisation nécessairement des États ou des lois pour les propulser. Et donc, mais l'État a joué un grand rôle aussi. Et donc moi, j'en suis à un stade de il n'y a pas de petite, il n'y a pas de première et deuxième scène. Ce que j'aime pas dans les logiques qui seraient à vanter la stratégie de la conquête de l'État, c'est que ça disqualifie les autres. Et pour moi, ça reconduit très exactement ce que fait le capitalisme, c'est-à-dire c'est l'éradication de tout ce qui est autre comme format politique. Moi, si tout ça s'agrège, ça me va parfaitement. C'est-à-dire que simplement ce que ça veut dire, c'est que si on conquiert les sommets de l'État, mais qu'on n'a pas conquis le cœur des pratiques, il ne se passera rien. Le féminisme, on peut faire 25 lois pour l'égalité des salaires, tant que les gens ne les mettent pas, l'intériorisent pas, ne les mettent pas en place, ça ne changera rien. Et donc, moi, l'idée, c'est que si on ne tient pas tout ça ensemble, moi, le nucléaire, c'est sûr que ce n'est pas en faisant du tricot devant la centrale uniquement pour l'empêcher que je vais empêcher le nucléaire. Donc, il va bien falloir le démanteler, ce nucléaire. Et c'est que des États qui peuvent le faire. Mais des États sous pression et sous pression des pratiques. Et donc, moi, c'est plutôt, j'en suis vraiment... ce que ça m'a appris, là, cette traversée-là, et ce que j'aime dans le féminisme, c'est que moi, le féminisme d'État et le féminisme autonome, je l'agglomère, quoi. Les unes ont besoin des autres, quoi. Donc je vais pas j'en suis plus au stade à délivrer des bons points d'activisme là. Je trace des lignes par contre entre des activismes qui par contre eux vont reconduire des situations d'inégalité, de discrimination, ça c'est pas supportable. Mais après moi je m'amuse. Enfin, je crois pas qu'il faut se monter. Enfin, je ne sais pas si c'est ça une stratégie, mais en tout cas, pour le coup, là, ce n'est pas la stratégie de la division, quoi. Non, je ne sais pas si c'est le bon terme. Non, je dirais pas ça. C'est que je pense qu'on
ça serait vraiment être très, très prétentieux que de savoir donner une réponse Je très ne sais précise à pas, ça, exactement. quoi. Il y a Holly Wright qui a été un peu introduit par notre ami Laurent, Jean-Pierre, quoi, qui nous soutient que il faut et en même temps des stratégies interstitielles et des stratégies insurrectionnelles et des stratégies symbiotiques, mais sauf que, bon, moi je trouve ça aussi un peu bancal, parce que finalement ce qu'il en reste, c'est les stratégies insurrectionnelles, elles sont vraiment à la fin, mises à la fin. Les symbiotiques, c'est ce qui reste, mais il y a une asymétrie telle entre la forme état et les formes interstitielles que, moi je sais pas, je pense qu'un des axes aujourd'hui, c'est penser sérieusement la question de la métropole, quoi. C'est pour ça qu'il y a un passage, et j'en profite, un passage intéressant, tu t'y attardes un peu. Bon, la question biorégionaliste, quoi. Est-ce que c'est pas quelque chose en termes spéculatifs? Est-ce que c'est pas quelque chose un peu appétissant de se dire on dénationalise la forme État déjà, c'est-à-dire qu'il y a un rapport immédiat à des configurations géobiologiques du territoire, à partir duquel un certain type de liens singuliers peuvent s'instaurer, de formes fédératives aussi peuvent s'instaurer, mais à partir quand même de ces rapports-là d'animation à des milieux de vie. Bon, là encore, c'est une perspective, mais bon, il y a des versions biorégionalistes qui sont parfaitement compatibles avec des biotech complètement démentielles, quoi. Je veux dire, tout est piégé, si on veut. Oui, l'option biorégionaliste est développée dans le livre, parce que c'est deux faits qui fédèrent le plus des autrices et des auteurs, et puis moi, je vois bien aussi sur le terrain que c'est à cette échelle-là, en fait, que les choses se pensent. Et ce que j'aime dans un certain biorégionalisme, c'est que ça ne part pas d'une biorégion, mais c'est l'idée qu'il faut partir toujours de là où on est, et quand on va commencer à créer une biorégion, non pas de ses limites naturelles d'une subsistance possible, mais à partir de ce qu'on peut tisser de raisonnable, même si ça va au-delà de la biorégion, et que là, on va donc recréer une échelle biorégionale, mais qui va donc continuer à partir de la métropole, en fait, parce que c'est de là que les gens habitent. Et on ne va pas faire un exode urbain demain, même si je pense que ce serait souhaitable de mieux se répartir sur le territoire. Mais il n'empêche que ça, penser depuis la ville, le rapport à la campagne, ça me semble l'option, moi, qui m'a le plus parlé, en fait. Je crois qu'il y avait encore une personne qui... Après, on peut aussi continuer la discussion. On veut continuer ce qu'on fait. En général, on se dit, on se retrouve dehors autour d'un verre. On se détend, on se connaît certains, on se présente ceux que nous ne connaissons pas. On a tout parlé de l'expérience, l'ancienne expérience des kibbutz et l'ancienne expérience des kolkhozes. Je parle au début. Parce que ça, c'était des reconstructions. Alors, dans les kibbutz, c'est femmes et hommes pareil, du moins pour ceux qui étaient laïcs. Ça, c'est un très gros morceau, je pense. On va pouvoir. Mais juste, permettez-moi, juste comme clôture, je l'autorise. C'est que, donc, d'abord, j'ai eu la goujaterie de ne pas te remercier au début d'avoir accepté notre invitation. Donc, je le fais là maintenant. Et puis ensuite, juste rappeler quelques bricoles, des communaux. Il y aura des prochains rendez-vous. Il y a un travail un peu invisible, des chantiers, d'ateliers, de rencontres autour justement des écologies populaires, des réappropriations des terres urbaines, en métropole particulièrement, parce que nous sommes quand même très inscrits dans la Seine-Saint-Denis, nord-est parisien, etc. Il y a aussi tout un travail des chantiers autour de la question du soin, la précarité, la psychiatrie, dans des milieux très populaires, avec des gens qui expérimentent des choses qui sont drôlement intéressantes et c'est très singulière. Il y a aussi un boulot qu'on fait à essayer de faire coexister des pratiques d'hospitalité à l'égard des migrants avec les migrants. Bon voilà, on tente un peu de revitaliser une trame un peu comme ça, communale. Voilà. Et ces rencontres seront annoncées. Il y a un site qui s'appelle communaux.cc. Vous pouvez regarder, il y a quelques matériaux, il y a des archives, il y aura les archives de notre rencontre aujourd'hui, mais il y a des annonces de nos rencontres aussi. Et puis, en général, c'est beaucoup les chanteurs qui nous accueillent. Et je vois que Mathieu, il me donne, je n'ai pas les bonnes lunettes, il me donne un rendez-vous. Ah oui, non, là, ça n'a pas à voir avec les communaux, mais enfin, j'en profite pour le dire. Il y a une soirée de soutien à un maire, comme vous savez, qui a été condamné en Italie
parce qu'il avait il était à l'initiative avec des habitants d'un village en Italie d'accueil des centaines de migrants qui s'appelle Mimo Lucano, qui a été condamné à 13 ans de prison. Bon, c'est une histoire abracadabrante, et il n'est pas les seuls à subir les foudres de l'État lorsqu'on sort des logiques qui lui sont propres, sa séculaire brutalité, n'est-ce pas? Bon, voilà, donc il y a c'est le samedi 26 février, donc c'est bientôt ici. Il y a une rencontre avec le maire, il sera là d'ailleurs. Hein. Il est condamné, mais je crois qu'il est... Non? Ah bon? D'accord. Bon, voilà, il y aura des gens disparates, dont le père Plenel. Et donc, on aura quelques autres rencontres là, du coup, des communaux qui vont être annoncées. Une, c'est les 14 mai, autour des tentatives d'articuler des expériences autour de la précarité de la psychiatrie, dans les régions de la psychiatrie, etc. Il y a une rencontre autour des hospitalités le 24, je crois, mai, mais tout ça sera annoncé. Si vous êtes intéressés, il y a les sites des communaux. Voilà. Et je vous remercie toutes et tous, et on prend un pot. Merci. Ciao.